Très bien. Donc, merci aux amis de la Roseraie de Saint-Galmier de m'avoir réinvité. J'étais venue effectivement l'année dernière parler de la vie de l'arbre. Hein, la conférence s'appelait Dans la peau d'un arbre, du nom du livre qui était sorti 2 ans avant. Et j'avais fait un teasing à ce moment-là. J'avais présenté à la fin de la conférence des choses que je n'avais pas abordées, et en particulier le contenu de cette conférence-là. Vous allez voir, c'est vraiment, je suis assez fière de cette conférence-là parce que c'est pour vous présenter vraiment les résultats de recherche de mon équipe de recherche. Donc, je vais vous parler recherche aujourd'hui. On va se glisser dans la peau d'un chercheur. Et je vais vous expliquer effectivement comment est-ce qu'on commence à comprendre la façon dont un arbre se tient debout, droit comme un i. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, là ou pas? Voilà, donc je m'appelle Catherine Laine. Mon métier, je suis enseignante-chercheuse à l'université à Clermont. Enseignante-chercheuse, ça veut dire que j'enseigne et je fais de la recherche. J'enseigne la botanique au sens large, les sciences du végétal, aux étudiants, en licence essentiellement, et également aux professeurs des écoles et professeurs de collège, dans une structure qui s'appelle la Maison pour la Science en Auvergne, dont je suis aussi la directrice d'ailleurs. C'est un service de l'université qui organise de la formation continue pour les enseignants en sciences. Voilà, et la recherche, eh bien, je suis rattachée à un laboratoire qui s'appelle le PIAF. Ah, j'ai plus beaucoup de pieds, zut. Donc le PIAF, vous avez son logo ici. Je pense que le pointeur va mourir avant la fin, c'est pas grave. Donc PIAF, P-I-A-F, comme vous êtes assis, je vais pouvoir vous donner le nom de la signification de l'acronyme du laboratoire. Ça signifie physique et physiologie intégrative de l'arbre en environnement fluctuant. Physique et physiologie, c'est le P, c'est pour dire que, montrer que c'est un laboratoire interdisciplinaire, ou pluridisciplinaire, si vous voulez. C'est-à-dire que dedans, il y a des biologistes comme moi, mais il y a aussi des physiciens, des biomécaniciens, et également des mathématiciens. Ah, c'est bien, on échange carrément. Oui, carrément. Ok, le I intégratif, ça veut dire que tout ce qu'on étudie, on intègre à l'échelle de l'arbre. C'est-à-dire qu'on travaille de l'échelle moléculaire jusqu'à l'échelle de l'arbre. Merci beaucoup. Ah oui, ça marche mieux. Voilà. Là, le A, vous avez compris, c'est l'arbre. C'est-à-dire que ça, c'est le modèle de tout le laboratoire. Les essences varient d'une équipe à l'autre, mais on travaille tous sur l'arbre. Et F, en environnement fluctuant. Alors, qu'est-ce qui fluctue dans l'environnement? À un temps T, c'est les conditions météo, si vous voulez, c'est-à-dire le vent, la température, la lumière, etc. Donc, on travaille sur tous ces facteurs de l'environnement. Et si je traduis simplement, c'est un laboratoire qui étudie les capacités des arbres à percevoir les facteurs de leur environnement et à y répondre de manière adaptée. Et c'est vraiment ce que je vais vous montrer aujourd'hui, comment ces arbres vont percevoir leur environnement mécanique et adapter leur développement à cet environnement. Donc c'est parti, l'arbre droit comme un I. Alors je passe par des choses simples au départ, vous rappelez quand même ce qu'est un arbre. Et un arbre, ça se définit quand on est un botaniste un peu rigoureux, avec quelques critères. Le premier étant que l'arbre est une plante terrestre, bien sûr, emplie de bois, donc une plante dite ligneuse. Des axes emplis de bois, que ce soit le tronc, comme vous voyez ici en coupe, les branches, jusqu'aux plus fines des branchettes, mais également toutes les racines, jusqu'aux pointes racinaires, les pointes racinaires n'étant pas emplies de bois. Mais globalement, c'est le tissu majoritaire des arbres. Deuxième critère, l'arbre est une plante ligneuse élevée. Élevée, ça veut dire, alors il a bien fallu mettre une limite, et on considère que l'arbre est une plante ligneuse qui atteint plus de 7 mètres de haut à l'âge adulte. Okay, et le troisième critère, c'est la présence d'une tige dominante, donc un tronc, qui a effectivement, donc qui domine sur les autres axes. Alors, et vous rajoutez un quatrième critère, si vous voulez, c'est la longévité. D'accord? Ces 4 critères, vous allez me trouver des tas d'exceptions, et effectivement, d'ailleurs dans mon livre « Dans la peau d'un arbre », le premier chapitre, c'est toute une discussion autour de cette notion même de l'arbre, en fait, parce qu'il y a beaucoup d'exceptions. Okay, mais disons qu'on va partir sur cette définition un peu carrée, et on sait comme ça de quoi on parle. Alors, ces arbres, celui de l'introduction, vous avez vu, il est parfaitement droit, rectiligne, dressé vers le ciel. Et puis, il y en a plein d'autres. Dans vos promenades, vous les croisez, comme moi, hein, autour de chez moi. Il y a plein d'arbres qui sont pas parfaitement droits, qui sont ici, qui forment des
des S, celui-là, a fortiori, qui a rampé sur le sol avant de se redresser. Donc ici un pin sylvestre, ici des épicéas. Et puis vous en avez aussi qui ont subi des accidents dans la vie, qui sont complètement couchés et qui pourtant vont retrouver la verticalité coûte que coûte, parce que les arbres sont programmés pour pousser à la verticale. Donc ça, c'est juste une introduction pour vous montrer pourquoi c'est important de se poser la question, mais comment un arbre fait pour trouver la verticale et comment il fait pour s'y fixer et toujours la retrouver même quand il en est éloigné. Donc on va s'interroger, on va passer par 3 points, ça c'est mon côté très enseignante, vous savez, 3 points. Donc le premier, on va se replonger à l'intérieur d'un arbre pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Je vous ai déjà raconté ça l'année dernière, donc ça va être une révision pour ceux qui étaient déjà là l'an dernier, mais vous savez comme moi que enseigner, c'est répéter, donc je vais répéter, comme ça va réviser les connaissances que vous aviez eues l'an dernier. Dans un deuxième temps, je vais vous montrer, et ça par contre c'est nouveau, je pense pour vous, comment un arbre grandit, croît, mais avec un facteur mécanique important de son environnement qui est le vent. Le vent qui est omniprésent. Même s'il n'est pas fort, il est toujours présent. Et dans un troisième temps, je vous montrerai comment il fait pour rester droit comme un i, et surtout comment il fait pour retrouver la verticale quand il en a été éloigné, quand il s'est incliné en fait. Alors c'est parti, l'intérieur de l'arbre, donc on a dit c'est le bois. C'est le bois, le tissu majoritaire de tous les axes de l'arbre, on est d'accord. Ici vous avez la coupe d'un chêne qui vous présente la vue générale et une vue un peu grossie de sa souche. Donc dans ce bois, comment je le reconnais? C'est facile, hein, c'est à peu près tout l'intérieur de l'arbre jusqu'à sa périphérie, ici. Et je vais m'arrêter à un endroit où l'écorce qui est présente ici se décolle quand la bûche sèche ou quand la souche sèche et meurt. Donc au-delà de cette ligne ici qui va se créer, c'est l'écorce. Et à l'intérieur, c'est donc le bois. Quand je zoome sur le bois un petit peu, puis même d'ailleurs sur cette photo-là, vous voyez qu'il y a un bois qui a 2 couleurs différentes, un bois périphérique et un bois central. Un bois périphérique ici et un bois central ici. Et en fait, on a dans beaucoup d'essences 2 types de bois. Un bois jeune, je vais commencer par l'ancien, un bois ancien qui a été formé au début de la vie de l'arbre et qui se trouve en son cœur. Ce bois ancien, âgé et complètement mort, on l'appelle le duramen, c'est le bois de cœur. Et puis, sur ce bois se trouve un bois plus récent. Le dernier cerne de bois ayant été formé se trouve juste sous l'écorce ici, parce qu'un arbre, ça pousse en épaisseur juste sous l'écorce, en fait. Et ce bois-là s'appelle l'aubier, c'est le bois donc plus récent, et celui-là est vivant. C'est-à-dire que dans le bois, il y a des cellules vivantes et d'autres qui sont mortes, mais je vais vous les montrer de près. Voilà, l'écorce dont je parlais se trouve ici à la périphérie. J'en parlerai pas beaucoup aujourd'hui parce que je ne peux pas vous parler de tout, donc c'est un choix. Si je zoome d'un peu plus près, vous savez, et puis vous le voyez ici à l'œil nu, qu'il y a en fait des cercles concentriques dans le bois et que chaque année, vous savez que l'arbre va rajouter un cercle de bois sur tous les cercles qu'il a déjà fabriqués. Il le rajoute en le fabriquant par sa périphérie. Je vais y venir. Et donc, si je zoome un peu ou si je prends une loupe, je vais en fait deviner dans ce bois, là en particulier dans le chêne, des lignes de trous. Vous les voyez, mes petits trous? Okay. Ces lignes de trous sont des gouttières, si vous voulez, des canaux à travers lesquels circule l'eau de l'arbre, l'eau qui est puisée dans le sol au niveau des racines et qui est aspirée par les feuilles, donc tirée vers le haut par les feuilles. L'eau va donc monter dans un arbre en empruntant le cerne. Alors chez le chêne, en plus, c'est le cerne unique, le dernier formé, le cerne annuel, le plus récent. Et chez d'autres arbres, ça peut être les quelques derniers cernes mis en place depuis quelques années. Voilà ce cerne ici. Donc je vois bien la limite des cernes parce que là, je vois bien la ligne des trous. Cette ligne de trous, en fait, c'est ce qu'on appelle le bois de printemps. Bois initial. C'est le premier bois que l'arbre fabrique après sa reprise, son réveil au mois de mars, fin mars, au moment du débourrement. Donc il commence par mettre en place des gros tuyaux pour transporter énormément d'eau dans son corps, parce que pour ouvrir ses bourgeons, pour mettre en place les nouvelles branches feuillées,
il a besoin de beaucoup d'eau. L'eau est le moteur de la croissance, en fait. Donc, il faut qu'il fasse monter beaucoup d'eau. Et puis ensuite, quelques semaines plus tard, lorsque la croissance commence à se tasser, disons au mois de mai et juin, à ce moment-là, il a besoin de moins d'eau. Et donc, le bois qu'il fabrique est un bois beaucoup plus dense, où il y a moins de trous. Il y en a toujours, hein, mais on les voit moins à l'œil nu. Ils sont plus petits, parce que les besoins en eau sont moindres. Et ça, on appelle ça le bois final ou bois d'été. C'est donc l'alliance, enfin l'addition du bois de printemps et le bois d'été qui fait le cerne annuel. On dit, pour simplifier, un cerne par an. En fait, c'est pas vrai, c'est un cerne pour chaque saison de végétation, du mois de mars à début juillet à peu près. Puis ensuite, la croissance s'arrête. Mais donc, globalement, ça revient quand même à mettre en place un cerne par an. Alors, si je zoome encore plus sur ce bois, pour vous le montrer cette fois-ci au microscope. Donc, vu au microscope, vous avez ici une dentelle. Donc, c'est un petit copeau de bois hein, en coupe transversale, très fin, qu'on regarde au microscope. Les couleurs ici sont un peu modifiées pour que la photo soit jolie. Comme on est un peu éclairé, ça manque un petit peu de contraste, mais enfin, vous arrivez à voir quand même. Et vous voyez qu'en fait, je vois comme une tranche d'émental. Pas de gruyère, hein, parce que vous savez, il n'y a pas de trou dans le gruyère. Donc, j'ai besoin de trous, là, donc je vais parler d'émental. Et vous voyez ici, donc, ces gros trous ici, ce sont eux les canaux, les gros tuyaux du bois de printemps. Alors ça, c'est pas un bois de chêne, hein, c'est un bois de noyer, donc c'est un peu différent. Mais je vais retrouver les mêmes éléments cellulaires dans tous les arbres, hein, dans tous les feuillus. Donc, j'ai ici ces gros trous qu'on appelle des vaisseaux. Ces vaisseaux, donc je vous ai dit, c'est ce qui conduit l'eau, qu'on appelle la sève brute, c'est de l'eau minérale qui a été puisée dans le sol. Les racines font un petit tri quand même dans les éléments minéraux qu'elles puisent et elles fabriquent donc ce qu'on appelle cette sève brute qui va monter, aspirée par les feuilles, en empruntant ces gros tuyaux. Ensuite, vous voyez qu'il y a plein de petits trous autour. Ces petits trous sont les fibres du bois. Ces fibres, elles ont comme particularité d'avoir des murs, donc des parois, faites de cellulose, mais cette cellulose, elle est imprégnée d'une molécule particulière, supplémentaire, qu'on appelle la lignine, et qui va durcir ces parois. Donc ces fibres, elles ajoutent, plus elles sont nombreuses, plus elles ajoutent de la rigidité au matériau. Ok ? Et enfin, il y a un troisième type cellulaire, je ne sais pas si vous le voyez ici, qui traverse le bois de part en part, ça fait des lignes. Puis j'ai aussi des cellules perpendiculaires ici, donc vous voyez, ça fait des espèces d'échelles. Voilà, donc là, ce sont les rayons ligneux. Ces rayons, vous les voyez à l'œil nu, j'aurais dû les signaler sur la photo d'avant, c'est les lignes le long desquelles les bûches se fendent, en fait. D'accord ? Et ce sont elles, ces cellules de rayons, qui sont les seules à être vivantes dans le bois d'aubier. La preuve, c'est qu'elles sont pleines, vous voyez, elles sont pleines de petits grains, parce qu'ici, vous avez un bois qui est, disons, photographié en cours d'été, et le bois s'est rempli de réserves. Dans ces cellules vivantes, l'arbre met en réserve des sucres, parce que l'arbre est un être prévoyant. Donc ces sucres lui serviront à lutter contre le froid pendant l'hiver, et également, évidemment, à redémarrer au printemps, puisqu'il n'a pas encore de feuilles au printemps, le feuillu, et donc il faut bien que l'énergie pour ouvrir les bourgeons viennent de quelque part. Cette énergie, elle vient des réserves sucrées que l'arbre a fait l'été d'avant. Donc j'ai trois types cellulaires dans mon bois de feuillus, des vaisseaux, des fibres, des rayons. En gros, un tissu qui sert de plomberie à l'arbre, enfin, des cellules qui servent de plomberie, des cellules qui lui donnent de la rigidité, donc plutôt de squelette, et puis un grenier pour mettre en réserve ces sucres. Si on est dans les racines, on trouvera la même chose, et à la place du grenier, vous mettrez la cave ou le cellier, mais en tout cas, ça sera la même fonction. Donc vous voyez qu'au passage, le bois, c'est un tissu qui est multifonctionnel, je l'appelle le couteau suisse de l'arbre, parce qu'il lui sert à plein de choses. Et là, en fait, je ne décris que la partie structurale. Vous allez voir que ce bois est encore impliqué dans les processus que je vais décrire juste après, de maintien de la verticalité. Là, c'est la même chose, c'est exactement la même diapo, donc je recommence pas, mais c'est pour vous montrer cette fois le bois en vue longitudinale, avec une microscopie un peu particulière qui garde le relief. Et donc, on voit bien là les tuyaux, les fameux vaisseaux. Vous voyez d'ailleurs au passage que ces vaisseaux, ils sont constitués de cellules
qui sont assez courtes dans le sens du tronc, mais qui sont à la queue leu-leu. Et ce sont ces cellules à la queue leu-leu qui constituent les gouttières, d'accord? Vous avez les petites fibres ici qui amènent la rigidité, puis on devine ici les rayons. Alors j'ai mis 2 flèches rouges pour vous montrer, j'en ai un là aussi, et vous les voyez en fait sur la coupe longitudinale qui est ici, je les vois poindre en fait. Ça c'est un rayon. Ok? Ça va? Je ne vous ai pas encore perdu? Super. Alors je continue. La mise en place de ce bois, on l'a dit, se fait sous l'écorce. Chaque année, l'arbre rajoute un cerne nouveau sous l'écorce. Et l'acteur de cette mise en place, c'est le cambium. Le cambium, c'est une couche, enfin plusieurs couches, hein, c'est une zone de cellules souches qui se divisent activement. Et en se divisant activement, elles produisent de nouvelles cellules qui vont se transformer vers l'intérieur en bois, en cellules de bois, et vers l'extérieur en cellules d'écorce. Alors c'est l'écorce interne ici, la première couche de l'écorce qu'on appelle le libère. J'en parle pas beaucoup dans cette conférence, mais le libère, quand même, juste parenthèse, c'est un tissu fondamental pour l'arbre, parce que dans ce libère, il y a aussi des tuyaux très fins qui permettent à la sève élaborée, celle qui est fabriquée par les feuilles par la photosynthèse, hein, celle qui est sucrée, de redescendre dans l'arbre et nourrir tous les organes de l'arbre qui ont besoin d'énergie, remplir les fruits, construire les graines, aller faire les réserves dans le bois, etc. Donc en gros, là, dans ce libère et dans ce bois, vous avez des systèmes de tuyauterie parallèles, où d'un côté, ça monte de l'eau minérale vers le haut, et de l'autre côté, ça redescend globalement de l'eau sucrée vers le bas. Le cambium, donc, le voilà, en vue microscopique rapprochée. Donc à gauche, ici, c'est le bois. Alors ça, c'est une jeune branche, hein. J'ai 15 cernes de bois encore ici. Dans ce bois, je reconnais les vaisseaux, les gros trous, les fibres, les petits trous, puis les rayons qui traversent le bois et qui d'ailleurs vont traverser de l'autre côté du cambium qui se trouve là. Alors je le reconnais à ces cellules souches qui sont toutes petites et serrées les unes contre les autres. Souvent, pour le reconnaître, je dis à mes étudiants, cherchez des piles d'assiettes dans les placards. Vous savez, quand vous regardez vos piles d'assiettes, vous voyez la tranche des assiettes. Eh bien, ça ressemble à ça, le cambium. On voit des piles de cellules très serrées les unes contre les autres, qui ressemblent un peu à des piles d'assiettes. Voilà. Et de l'autre côté, en vert, donc ici, c'est le libère qui est fabriqué également donc à partir de ces cellules cambiales qui se divisent. Voilà. Ça, c'est le secret de l'arbre pour grossir chaque année. Et ce cambium, il est permanent au cours de la vie de l'arbre, de sa naissance, dans les premières semaines, à sa mort. Le cambium est toujours là sous l'écorce, tapis sous l'écorce, et chaque année, il va fabriquer du bois et du libère. D'accord? Voilà, donc ce développement, là je ne vous parle que de la croissance en épaisseur des axes, c'est un développement additif. Additif, ça veut dire que l'arbre ajoute chaque année un nouveau cerne de bois, un nouveau feuillet de libère, on va dire, aux structures donc il a déjà fabriqué avant, aux cernes déjà présents, etc. Donc il se construit sur lui-même, l'arbre. Il s'auto-emballe, si vous voulez. OK? Et 1 an égale un cerne. Bon, c'est à peu près tout ce que je dirais de la croissance, parce que l'année dernière, je vous ai déjà tout raconté sur l'allongement des branches, l'ouverture des bourgeons, l'allongement des branches, etc. Donc ça, c'est un petit bilan pour vous rappeler comment se développe un arbre. Ce dont je n'ai pas parlé aujourd'hui, donc c'est la croissance en longueur des axes, c'est-à-dire l'ouverture des bourgeons chaque année qui va allonger la branche d'une portion de branche supplémentaire et mettre en place les feuilles, ramifier les branches également, j'en parle pas aujourd'hui parce que sinon ça serait trop long, et puis cette croissance en longueur des axes s'accompagne de la croissance en épaisseur que je viens de décrire, des nouveaux axes mis en place, hein, c'est-à-dire qu'une jeune branche au printemps, au départ elle est un peu molle, puis tout d'un coup elle va se remplir de bois au bout de quelques semaines, ça sera le premier cerne mis en place dans cette portion de branche, et l'année d'après elle en aura un deuxième, etc. Donc ce que je vous ai raconté est valable bien sûr pour tous les axes. Et là, ce petit schéma, c'est pour vous rappeler qu'un arbre, finalement, quand on le voit en coupe, on a l'impression que les cernes sont des cercles concentriques, mais il ne faut pas oublier que l'arbre a une croissance en hauteur, alors jusqu'à un certain âge, hein, bien sûr, ça va s'arrêter à un moment, mais disons que sur les premières années de la vie, vous voyez ici ce petit schéma, vous voyez la première pousse de l'année, elle est là au milieu, et elle s'arrête là, puis le bourgeon terminal de cette pousse a recommencé à travailler l'année d'après, il a rajouté une portion pour élever un peu plus le tronc, la 3e année,
la 4e, la 5e, la 6e année. Et selon l'endroit où vous coupez cet arbre, vous aurez évidemment un nombre de cernes différents. À la base de l'arbre, vous aurez le premier cerne mis en place par la jeune pousse, il est là au cœur. Et puis dessus, c'est déposé le 2e, le 3e, le 4e, le 5e, le 6e. Alors les chiffres sont peut-être un peu petits pour le fond de la salle, mais vous comprenez bien que en ajoutant des cernes, ben, je les ajoute pas tout à fait à tous les étages. Ok. Et donc un arbre, c'est plutôt faut imaginer le modèle comme une superposition de cônes de bois. Un peu comme les cônes de chantier, vous savez, que vous rajoutez les uns sur les autres, sauf que là, ils iraient jusqu'en bas, jusqu'au sol. Ok. Voilà. Donc voilà pour le corps de l'arbre et la mise en place de ce bois. Une croissance indéfinie, ça veut dire une croissance qui a lieu chaque année pendant toute la vie de l'arbre. Toute l'année jusqu'à sa mort, il y aura des bourgeons qui s'ouvriront et des branches feuillées qui se mettront en place. Il mettra en place un nouveau cerne de bois sous son écorce, etc. Donc ça, c'est un développement indéfini, on appelle ça. Et ce développement, je l'ai déjà dit, il est donc de nature additive, hein, parce qu'il ajoute toujours des structures aux structures déjà existantes. Voilà, ça c'est l'introduction, disons la première partie, pour vous rappeler comment s'est fait un arbre à l'intérieur. Maintenant, je vais vous montrer deux choses sur lesquelles mon équipe de recherche travaille. Donc le vent d'un côté, c'est la deuxième partie, et la gravité, c'est la troisième partie. Donc grandir dans le vent. Vous savez que l'arbre est soumis en permanence au vent, que ce soit les vents légers, journaliers, qu'on appelle les vents thermiques, qui font l'agitation de l'air, ou les gros coups de tempête. Alors pour illustrer ça, évidemment, je fais appel à vos souvenirs. Le chêne et le roseau, la fable de La Fontaine. Vous savez que ça se termine mal pour le chêne, parce que le chêne un peu méprisant dit au roseau tu es bien frêle, regarde comme moi je suis massif et rigide et comme je peux résister au vent, jusqu'à un certain point. D'accord? Et je vais vous montrer comment les arbres apprennent à résister au vent. Ok? Alors, quel est le problème pour un arbre? Quelle est la contrainte majeure représentée par ce vent? Si vous prenez ce chêne de futaie, vous voyez qu'il est très élevé et finalement, avec son houppier au sommet, c'est-à-dire l'ensemble de ses branches feuillées, bon, il est ancré au sol. Je ne vais pas beaucoup parler des racines parce qu'on ne travaille pas sur les appareils souterrains à Clermont. Je peux répondre à des questions si vous voulez, mais je ne vais pas tellement l'aborder. Donc ici, si je modélise en première approche cet arbre, ou si vous demandez à vos enfants ou petits-enfants de dessiner un arbre, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire un trait et une boule, c'est-à-dire un mât et une voile. Et c'est exactement comme ça que se comporte l'arbre face au vent. C'est comme un voilier à un mât, ou à plusieurs mâts si l'arbre a plusieurs troncs, ça peut arriver, hein. Donc ça peut être aussi un 3 mâts. Et le vent ici, en fait, dans le houppier, s'applique sur les feuilles, il va exercer une force importante sur le houppier. Cette force ici, qu'on appelle la force de traînée, en fait, va donc pousser l'arbre par le haut, et puis le tronc ici va agir comme un bras de levier. Un bras de levier, et vous savez comment ça fonctionne, un bras de levier, je le mets ici, voilà, pour vous rappeler comment ça fonctionne, je vous ai mis une petite illustration de Jack, le Dalton, le chef des Dalton, qui cherche à soulever la pierre, et qu'est-ce qu'il fait pour soulever cette pierre? Il prend un long bâton, et un appui, ici, qui est donc le pivot, et la force qu'il va exercer pour soulever le caillou est d'autant plus faible que le manche de son bâton est long. Et donc c'est pareil pour l'arbre. Plus l'arbre est élevé, plus l'effet bras de levier est accentué sur la base de l'arbre. C'est-à-dire que la force exercée par le vent ici se transmet le long du bras de levier et s'exerce à la base de l'arbre. Et donc, c'est embêtant parce que ce pivot ici, qui est le point d'accroche de l'arbre, eh bien, ça représente un risque de bascule ou de rupture du tronc si celui-ci n'est pas suffisamment bien dimensionné face au vent habituel. Donc ça, c'est pour vous montrer le problème. Ok ? Alors, d'autant plus que à ce problème, vous rajoutez deux contraintes majeures. La première, donc vous avez le même schéma ici, hein, vous voyez ici cet arbre qui fait 18 mètres de haut, son voisin un petit peu plus haut, je vais vous expliquer, puis vous avez ici le profil du vent en fonction de la hauteur. Et quand on mesure la vitesse du vent en fonction de la hauteur à partir du sol,
on mesure toujours, on voit toujours à peu près les mêmes courbes, à savoir que le vent est de plus en plus fort, plus on monte, plus le vent est fort. Et donc, effectivement, la contrainte majeure, c'est le profil de vent d'autant plus fort que l'arbre est élevé. Donc, plus il élève sa voile, plus il est soumis à un vent fort. Et deuxième contrainte, il élève de toute façon sa voile parce qu'il est doté de cette croissance, de ce développement indéfini. Donc, il va de toute façon augmenter sa hauteur avec l'âge. Ok ? Et donc ici, d'ailleurs, on a pu calculer que une augmentation d'une hauteur, une augmentation pardon, de 30%, donc vous passez d'un arbre de 18 mètres à un arbre de 24 mètres, eh bien vous allez augmenter le moment de flexion, l'intensité de ce moment de flexion, vous allez le multiplier par 2. Donc un arbre va grandir, et plus il grandit, plus il est sujet à ce risque de bascule. Alors, que font les arbres face à ce problème-là? Donc, je vais vous montrer que les arbres, en fait, font de la résistance. Le vent est considéré, on va appliquer du vent sur des arbres pour faire des expériences, suite à des hypothèses que je vais vous démontrer, que je vais vous présenter, et on va considérer le vent comme étant une flexion du tronc. Alors, nous, au labo, c'est difficile de travailler sur des arbres très élevés et très âgés. Donc, on travaille d'abord sur des petits arbres qu'on fait pousser en serre ou en laboratoire dans des chambres de culture bien contrôlées. Et donc, les arbres que je vous présente ici, par exemple ceux-là, ce sont des peupliers qui ont 3 mois. Donc, c'est des peupliers qui ne ressemblent pas beaucoup à des peupliers, hein, parce qu'ils poussent en plus dans des solutions nutritives. Et par contre, on peut les manipuler facilement parce qu'ils sont petits. D'accord. Et qu'est-ce qu'on en fait? Ben, regardez, ces peupliers-là, on a, sur celui de gauche, ils ont le même âge, ces deux-là, mais sur celui de gauche, on a fléchi son jeune tronc une fois par jour pendant les 3 mois de sa croissance. Et quand on fléchit cet arbre, une fois par jour, comme s'il subissait un petit coup de vent, hop, puis il revient à sa position, on constate que la hauteur de l'arbre fléchi est moins grande, moins importante que la hauteur de l'arbre témoin. Il pousse moins haut. Ici, à gauche, vous avez 2 noyers qui ont également poussé au labo. Alors ici, en fait, en verger. Pour l'arbre de gauche, cet arbre-là, ils ont le même âge tous les deux, là aussi. L'arbre de gauche a poussé en verger, dans un verger qui est situé en plaine de Limagne, donc bien venté. Donc il a bien vu le vent, celui-là. Et celui de droite, il a poussé au même endroit, mais on l'a contraint dans un tubex. Un tubex, c'est une sorte de tube en plastique dans lequel le tronc passe, c'est un tuteur si vous voulez, qui empêche la course du tronc au vent et qui le force finalement à aller vers le haut. Et effectivement, quand on observe la différence entre ces deux arbres, elle est vraiment très spectaculaire. Vous avez une diminution de la croissance en hauteur lorsque l'arbre est fléchi, soit artificiellement dans une chambre de culture, soit naturellement par le vent. En même temps, vous avez une augmentation du diamètre de son tronc. La croissance en épaisseur est plus importante sur l'arbre qui subit le vent par rapport à l'arbre qui ne le subit pas. Et en plus, ici, c'est une expérience sur laquelle on a fait des flexions sur des peupliers comme cela, mais en fléchissant toujours dans le même sens. C'est-à-dire qu'on a imposé une direction au vent artificiel, si vous voulez, et en fait, on arrive à ovaliser carrément les troncs. Donc, le tronc va se développer de manière plus importante dans le sens du vent, si vous voulez. Et le bois, d'ailleurs, qui est mis en place dans cette direction-là, est un bois un peu particulier, qui est très riche en fibres et moins riche en vaisseaux, et on l'appelle le bois de flexion. Donc, un bois qui est plus adapté et plus rigide, si vous voulez. Donc, une croissance en épaisseur augmentée. Et la dernière chose, vous voyez ici, sur les appareils racinaires, on a un appareil racinaire qui est plus développé chez l'arbre qui a subi le vent que sur l'arbre qui ne l'a pas subi. Donc, on a une amélioration de l'ancrage racinaire. Ces 3 points, croissance en hauteur diminuée, croissance en épaisseur augmentée et ancrage racinaire augmenté, sont les 3 mousquetaires d'une réponse de croissance au vent qu'on appelle la tigmomorphogenèse. Voilà, ça c'est un gros mot de la conférence. Il n'y en a pas beaucoup, mais en voilà un. Il est beau celui-là. Hein. Tigmomorphogenèse. En fait, il est facile à retenir quand vous vous intéressez à l'étymologie du mot.
La genèse, bon, bah, c'est l'apparition, hein, la naissance. Morpho, c'est la forme, donc l'apparition de la forme, l'acquisition de la forme. Et tigmo, en grec, le mot veut dire le contact. Contact, parce qu'en fait, ce mot-là, il a été inventé d'abord sur les plantes volubiles qui grimpent autour d'un support. Vous prenez par exemple une clématite, elle va s'enrouler autour de son support. Pourquoi elle s'enroule? Parce que sa tige touche le support, il y a un contact mécanique avec une face de la tige et son support, et que ce contact provoque une diminution de la croissance en longueur sur le support. Alors que de l'autre côté, la face qui regarde l'air, la tige s'allonge toujours de la même façon. Donc en gros, ça s'allonge plus à l'extérieur que à l'intérieur contre le support. Donc ça tourne, ça s'enroule. D'accord? J'aurais dû le mettre, cette diapo-là. Mais c'est simplement pour vous expliquer d'où vient le mot tigmomorphogenèse, qui a été inventé quand on étudiait ces plantes qui répondent au contact. Et on a agrandi le périmètre de la tigmomorphogenèse quand on a compris que ce contact, c'était un facteur mécanique qui était perçu par la tige volubile, ou perçu par le plant de tomate que vous frottez, par exemple, perçu par les rosiers qu'on produit en les brossant. C'est fréquent maintenant de voir dans des chaînes de production de rosiers, les roseraies d'Elbar font ça, où ils brossent en fait les jeunes rosiers pour les forcer à être moins hauts et plus trapus, et donc pour résister au vent en fait. D'accord? On fait ça aussi sur les chrysanthèmes, pour éviter la verse dans les cimetières bien vantés à la Toussaint. Donc ça, c'est la tigmomorphogenèse, ok? On retient le mot. Finalement, si je veux pas retenir le gros mot, je vais retenir que l'arbre qui pousse soumis au vent est plus petit que celui qui n'est pas soumis au vent et plus trapu. Plus petit, plus large et mieux ancré dans le sol. Vous imaginez la chose. Ça, c'est ce qu'on appelle la résistance, en fait, la mise en place de la résistance. Alors, je vais vous montrer aussi en quoi ça se traduit en quoi par rapport le comportement de cet arbre face au vent. Donc ici, vous voyez nos peupliers. Alors, ils sont un peu plus grands. Là, ils ont 1 an. Ils sont en pot, en serre. Et on vient là aussi les fléchir 1 fois par jour en apposant leur jeune tronc. Vous voyez la main du technicien qui attrape l'arbre et qui vient simplement le plaquer sur un gabarit en forme d'arc de cercle. D'accord? Et tous les jours, l'arbre est fléchi, puis on le remet à sa place. Enfin, il revient tout seul. Hein. Et on fait ça 1 fois par jour pendant un certain nombre de semaines pour déclencher la réponse de tigmomorphogenèse. D'accord? Et le résultat, bah, c'est ici un tout petit bout de film. Alors, c'était un reportage qui avait été filmé au labo en 2017 et qui est passé sur Envoyé spécial. Le reportage s'appelle Le secret des arbres, ou La vie secrète, non, Le secret des arbres. Et donc ici, on voit, je lance le petit film, on voit en fait 2 peupliers, celui de gauche qui est le témoin, et celui de droite qui a été fléchi 1 fois par jour et qui est plus trapu. Et ça, c'est Bruno, directeur du labo, qui tire sur les 2 arbres, et regardez, il fait le vent, et il vous montre que celui de gauche, en fait, oscille à une fréquence d'oscillation plus importante que celui de droite. Je vous le remets un petit coup. Celui de droite, c'est celui qui a vu le vent. Et donc, le fait d'être plus trapu, d'avoir ce bois un peu particulier, fait que l'arbre va osciller moins dans le vent. D'accord? Les oscillations vont s'amortir beaucoup plus rapidement. Donc ça, c'est juste pour vous montrer un comportement sur un arbre jeune. Hein, d'accord? Ok, les oscillations amorties, c'est ça, ce qui permet donc aux arbres de résister au vent. Alors, si l'arbre s'est modifié ainsi au cours de sa croissance par des flexions qu'on lui applique, ou bien par le vent qu'il a vu dans le verger, ça veut dire qu'il a senti le vent. On est d'accord? On ne peut pas répondre à un problème si on ne le perçoit pas, ce problème. Donc l'arbre perçoit le vent, mais comment? Comment le perçoit-il? Donc ça aussi, à Clermont, c'est nous qui avons montré, c'est l'équipe qui a montré que le vent est perçu par l'arbre à travers, alors, à l'échelle cellulaire, à l'échelle de cellules vivantes, évidemment. Et en fait, cet arbre va percevoir la déformation mécanique de ces cellules. Alors, je vous explique, vous avez ici à gauche une jeune tige avec des cellules qui sont symbolisées, des cellules à l'extérieur, des cellules à l'intérieur. Puis vous fléchissez cette tige par le vent. Ici, voilà le vent. Et vous comprenez que quand on fait une flexion, eh bien, certaines cellules sont étirées à l'extérieur de la flexion et les cellules à l'intérieur de la flexion sont plutôt comprimées.
d'accord? Une cellule qui est étirée, qui est comprimée, alors elle va pas s'allonger énormément, hein, c'est vraiment à l'échelle de quelques microns, mais sa membrane, c'est-à-dire sa peau, la peau de cette cellule, qui est sous la paroi de chacune, enfin, sous ces murs là, il y a une petite membrane cellulaire vivante qui perçoit cette déformation. Comment? À travers un mécanisme qui est analogue au nôtre, et analogue, on l'a retrouvé jusque dans les bactéries, c'est-à-dire dans tout le vivant, on retrouve les mêmes acteurs de perception de l'étirement d'une membrane, de sa compression. Chez nous, c'est quoi? Chez nous, c'est le toucher. Si vous touchez votre peau avec votre propre doigt ou la peau de votre voisin, vous allez en fait exercer une pression sur la peau et les cellules de votre peau sont déformées sous cette pression et les acteurs que je vais vous décrire sont donc recrutés par cette pression. C'est quoi ces acteurs? Donc ici, vous avez une petite cellule végétale, il y en a même deux. La peau de la cellule dont je parlais, la membrane, elle est ici juste sous la paroi. Et dans cette membrane, il y a des petits canaux qu'on appelle des canaux mécanosensibles. Mécanosensibles parce qu'ils s'ouvrent en réponse à une déformation mécanique de la membrane dans laquelle ils sont enchâssés. D'accord? Alors pour avoir l'image en tête, voyez à quoi ça c'est un canal mécanosensible de bactéries. Il est vu de face et il ressemble à un diaphragme d'appareil photo. D'accord? Et vous voyez le mécanisme d'un diaphragme d'appareil photo qui s'ouvre ou qui se ferme. Quand il est fermé, la lumière passe pas beaucoup. Donc quand le canal est fermé, il n'y a rien qui passe dans le trou. Quand la membrane s'étire, le canal va s'ouvrir comme un diaphragme d'appareil photo. Le trou va s'agrandir au milieu et va permettre à des substances de la cellule de sortir ou des substances qui se trouvent à l'extérieur de la cellule de rentrer. Ces substances sont des ions. C'est quoi un ion? C'est une petite particule chargée. Et le fait que ces petites particules chargées se baladent de part et d'autre de la membrane en passant par ces canaux, ça crée des courants électriques. Ok? Et ces courants électriques, ce sont les signaux, si vous voulez, qui sont générés par ces cellules étirées ou par ces cellules comprimées et qui vont être intégrés à l'échelle du tissu, on ne sait pas encore comment, mais qui vont donc déclencher la réponse de thymomorphogenèse. Ok? Ça va? Donc en fait, ce que je viens de vous décrire là, c'est ce qu'on appelle la mécanoperception. La capacité à percevoir un facteur mécanique, ici une déformation de la membrane. D'accord? Et donc, cette sensibilité, cette mécanoperception, c'est vraiment un élément de la sensibilité des arbres. Alors, quand je dis sensibilité, j'utilise le mot avec son acception biologique. C'est-à-dire, c'est quoi être sensible? C'est être capable de percevoir une information, un stimulus, et de répondre en fonction de ce qu'on a perçu. Donc ici, l'arbre perçoit la déformation mécanique de ses cellules et répond par la mise en œuvre de la réponse de thymomorphogenèse. C'est bien de la sensibilité. Les arbres sont des êtres sensibles. Ici, au facteur mécanique, à un facteur mécanique, une flexion, je pourrais vous parler de tous les autres. Ils sont sensibles à tous les facteurs de leur environnement. Ok, alors je continue. Cette sensibilité, en plus, vous êtes bien accrochés, ça va? Je ne vous ai pas encore perdu? Parce que ça, c'est le début, c'est facile. Une extrême sensibilité, c'est tellement puissant en plus. Je vais vous montrer. Cette réponse, elle est tellement sensible. Nous, on la mesure en fait en suivant à l'échelle moléculaire. L'échelle moléculaire, on va regarder la réponse moléculaire. Parce que la réponse à l'échelle de l'arbre entier, de la thymomorphogenèse, c'est plus difficile à suivre. Donc nous, on va suivre vraiment à une échelle toute petite et on va regarder ce que l'arbre fabrique en réponse à cette stimulation mécanique, en termes de molécules, d'accord? Et donc ici, vous avez toujours le même technicien qui fait toujours la même manip d'aller fléchir les arbres, d'accord? Et en faisant cela, on a regardé comment le génome de l'arbre réagissait. C'est quoi le génome? C'est l'ensemble de ses gènes. C'est quoi ces gènes? C'est son patrimoine génétique. Si vous voulez des mots équivalents, c'est l'ensemble de ses chromosomes. Il a des chromosomes dans chaque cellule, cet arbre, vivante. Comme vous, hein, exactement pareil. Donc vous aussi, vous avez un certain nombre de gènes. Le chêne en a aussi un certain nombre.
Au passage, on en a quand même 30% en commun, hein. Le chêne et nous, la jonquille et nous, le navet et nous. Donc voilà, le monde végétal et nous, hein, les plantes à fleurs et nous. Et dans ces dizaines de milliers de gènes, eh bien, on montre chez le peuplier qu'on arrive en une seule flexion de quelques secondes à activer ou à éteindre près de 3000 gènes différents. 3000 gènes différents. Donc, quand je dis réguler, ça veut dire soit ils sont activés et ils vont donc, en étant activés, participer à la fabrication d'une protéine, d'accord? Soit ils sont au contraire réprimés, ils s'éteignent. Mais 3000 gènes, c'est absolument énorme. Et cet ensemble de gènes qui sont régulés se fait dès les premières minutes après la flexion. Donc, c'est vraiment une réponse très puissante. Je vous montre un exemple de ces 3000 gènes. Il porte le doux nom de PTA-ZFP2. C'est le nom de ce gène. PTA, ça veut dire Populus tremula alba, parce qu'on travaille, nous, sur des peupliers hybrides entre le tremble et le peuplier blanc, Populus tremula alba, d'accord, PTA. Et ZFP2, parce que ce gène-là code pour une protéine qui a des doigts de zinc. Voilà, donc peu importe, on ne va pas rentrer dans le détail, mais c'est pour vous dire qu'on a comme ça quelques gènes modèles qu'on suit, en fait. Ce gène-là, alors je vous explique ce petit graphique. C'est justement, on a mesuré le niveau d'activation de ce gène après une flexion. Le niveau ici est représenté par la barre verticale. Plus vous allez vers le haut, plus le niveau d'activation est élevé. Et les deux colonnes, c'est la colonne du contrôle à gauche, c'est-à-dire de combien le gène est-il actif dans une plante, dans un arbre qu'on laisse tranquille, l'arbre contrôle. Et ben, en gros, pas grand-chose. On n'arrive pas à mesurer son activité ou très peu. Et à droite, après une flexion, une seule flexion, et ici, on a mesuré donc une augmentation de son activité. Hein, l'activité est multipliée par 300. C'est absolument énorme. Voilà un gène qui s'allume et qui brille très fortement après une flexion, si vous voulez. D'accord? Donc ça, on le retient. J'avais pas tellement besoin de vous le montrer là, mais j'en ai besoin d'un petit peu plus loin, donc je vous le montre là, pour vous montrer donc un de ces 3000 gènes activés après la flexion. OK? Donc en gros, ce que je viens de vous décrire, c'est que l'arbre finalement a un sens mécanique très performant. Un sens, ça veut dire quoi un sens? Normalement, le sens, c'est défini chez les hommes au départ, chez l'être humain, chez les animaux après. Et derrière le sens, vous avez l'organe des sens, vous avez cette sensibilité. Hein. Il n'y a pas d'organe des sens chez les arbres, chez les plantes, mais il y a bien des sens. C'est-à-dire il y a bien des capacités à sentir les choses. Il y a bien une sensibilité. Et là, c'est la sensibilité mécanique dont je vous parle. Ce sens mécanique très performant, il ressemble au nôtre. Il ressemble à notre sens du toucher. Et en plus, il est aussi, lui, diffus dans tout le corps de l'arbre. Ces cellules qui s'étirent ou se compriment, quand un axe est fléchi, ça marche pour toutes les branches, ça marche pour les jeunes troncs. À partir du moment où le tronc s'épaissit, évidemment, lui, il va moins fléchir, encore que vers le haut, il aura des mouvements d'oscillation quand même, hein, etc. Et donc un sens qui déclenche la fameuse réponse de croissance, la tigmomorphogenèse. De temps en temps, je vous remets le mot, comme ça, vous le retenez. OK? On est d'accord. Alors, mais ce que je vous montre là, quand on a commencé à travailler là-dessus il y a 20 ans, les forestiers nous disaient, oui, ben, vous êtes bien gentils avec vos manips, les chercheurs là, mais c'est un artefact de labo que vous voyez. Parce que si c'est vrai ce que vous dites, si lorsqu'un arbre est agité par le vent, il diminue sa croissance en hauteur et augmente sa croissance en épaisseur, on n'aurait jamais de forêt. Les arbres ne s'élèveraient jamais à 20, 30, 50 ou 100 mètres de haut. Les forêts seraient naines. C'était pas idiot comme argument. Donc ce qu'on a fait pour les convaincre, c'est qu'on est allé sur le terrain et en milieu naturel pour essayer de monter une manip prouvant la tigmomorphogenèse sur des arbres de terrain. Donc là, on est allé dans une forêt, dans une hêtraie, avec des arbres d'une trentaine d'années, ici, atteignant déjà une quinzaine de mètres de hauteur. Cette manip, elle est assez récente, vous voyez, 2016. Et dans cette forêt, on a choisi différents arbres dont on a suivi la croissance en épaisseur pendant tout l'été. Donc pendant 3 mois, on leur a placé des capteurs de croissance en diamètre pour suivre cette croissance en épaisseur. Donc en gros, pour suivre le dépôt de bois, hein, d'accord? Et puis, donc ça, c'est pour les arbres témoins. Les arbres témoins, on les laisse tranquilles. On les a identifiés,
et on les a équipés de capteurs, mais on n'a rien fait de particulier. On les a laissés pousser tranquillement pendant l'été, enfin le printemps et l'été. Deuxième catégorie d'arbres, certains ont été contraints, tenus par des câbles. Ces câbles sont accrochés plutôt vers le faîte de l'arbre, d'accord? Alors c'est un dessin, hein, mais je vais vous montrer le petit bout de film parce que vous allez le voir, mon arbre qui est tenu, pour les empêcher de bouger dans le vent, d'accord? Donc regardez mon petit film et puis vous allez le reconnaître. Est-ce que vous le voyez, l'arbre qui bouge pas? Il est là, d'accord? Regardez les autres, ok? Et là, vous voyez même les 3 câbles qui le tiennent, ok? Donc voilà ce qu'on a fait sur les arbres de la catégorie numéro 2. Et enfin, on a une troisième phase à l'expérience. Certains arbres ont été artificiellement soumis à un coup de tempête, c'est-à-dire qu'on les a aussi accrochés à la tête, puis on les a tirés très fortement vers le sol. On a fait ce qu'on appelle des tests de traction. Et ces forces, enfin ces tests de traction ont été faits donc dans la catégorie numéro 3, avec 3 niveaux de force. D'accord? Mimant, alors je me souviens plus bien, mais les forces en fait sont calculées pour mimer des vents de différentes forces, un certain nombre de nœuds de vent. D'accord? La dernière, là, la force 3 étant vraiment le gros coup de vent, la grosse tempête. Ok? Et donc on a suivi pour tous ces arbres la croissance en épaisseur en continu pendant 3 mois grâce à des capteurs de croissance en diamètre. Tout va bien? Donc qu'est-ce qu'on attend là, à votre avis? Qui va avoir la meilleure croissance en épaisseur? Allez, je vous écoute. On va le faire ensemble. Voilà, la force 3, parce que ceux-là, vraiment, on les embête. Hein. Donc on dit peut-être que oui, il va y avoir vraiment une forte croissance, une forte réponse de thigmomorphogenèse en 3. Ensuite, on mettrait la 1. On mettrait la 1, parce que la 1, ce sont les arbres libres, d'accord, qui voient les vents courants. D'accord? Et puis, on mettrait en 2 les arbres contraints, ceux qui ne peuvent pas bouger dans le vent, puisqu'on sait que quand on accroche un arbre, qu'on le tuteur trop fortement, il ne peut pas être fléchi et donc il ne peut pas enclencher sa réponse de Thigmo. Vous y êtes? D'accord. Donc, l'attendu, c'est bien ce que vous venez de dire. Le 3, qui aurait une croissance en épaisseur plus forte que le 1, qui aurait lui-même une croissance en épaisseur plus forte que le 2. Et si je vais dans le détail, vous pouvez même détailler le 3 avec la situation 3 tierces, là. Ah ben je suis bête. Pardon. La situation 3 tierces, plus forte que la situation 3 secondes, plus forte que la situation 3 primes. On pourrait l'écrire comme ça. D'accord? Alors, les résultats de l'expérience, les voilà. Alors, je vous montre juste un élément de la publi. Et en même temps, vous avez un extrait de la publication scientifique d'origine. Hein. Donc, si vous voulez la lire, c'est Bonser et al. 2016, New Phytologist. Vous trouverez la publication. Donc ici, qu'est-ce que je montre? Je vois ici, en fait, 2 courbes de croissance, de juillet à septembre à peu près. Ce que je vous disais, c'est que la croissance en épaisseur, elle s'arrête au cours de l'été, ça se voit, hein, parce qu'on voit qu'elle s'amortit vers le mois d'août et le mois de septembre. Et en fait, toutes les mesures de croissance des situations 1, 2, 3 primes et 3 secondes montrent des croissances en épaisseur tout à fait comparables. La seule qui sort du lot, c'est la situation 3 tierces, celle où l'arbre est tiré très fortement avec un fort coup de tempête, et là, on a une croissance en épaisseur qui est doublée, ce qui est énorme, d'accord? Donc, les seuls arbres qui font vraiment de la thigmomorphogenèse, c'est les 3 tierces. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, déjà, ce qui était attendu, c'est pas le cas. On n'a pas ce schéma auquel on avait pensé, mais on a simplement 3 tierces qui est supérieur à tous les autres. D'accord? Ah, il y a une urgence. Donc, finalement, la première chose qu'on a vue et qu'on a dit dans cette publication, c'est que la première chose qu'on voit, c'est que pour faire du bois, il faut du vent. Et il faut même du vent fort dans une forêt. Parce que si les vents ici sont pas assez forts, le bois, il y en a bien sûr, hein, le cambium, il fonctionne, mais il y aura moins de bois que si l'arbre est vraiment agité par des vents forts. Donc c'est le vent qui fait le bois. Deuxièmement, l'arbre ne répond pas, ne fait pas de thigmomorphogenèse lorsqu'il est soumis à des vents courants, les vents courants du point 1 ou des vents moyens des points 3' et 3 secondes. En fait, il filtre ces vents-là
Pourquoi? Et c'est ce que je vais vous montrer après. Parce que finalement, il a déjà été confronté à ces forces de vent, il a déjà répondu en fabriquant du bois adapté, et il ne répond plus à ces vents-là, il les filtre. Et par contre, il répond à des vents très forts qu'il n'a, à cet âge-là, vraisemblablement pas encore connus. Et là, il enclenche sa réponse de thigmomorphogenèse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'arbre adapte sa croissance en épaisseur à son vécu, à son expérience passée. OK? Et donc, il est capable d'apprendre de sa vie passée. Et apprendre de son passé, ça s'appelle de l'apprentissage, tout simplement. Si je prends la définition du Larousse, l'apprentissage, c'est l'ensemble des processus de mémorisation mis en œuvre par l'animal ou l'homme pour élaborer ou modifier les schèmes comportementaux spécifiques, les schémas, si vous voulez, sous l'influence de son environnement et de son expérience. C'est exactement ce que fait cet arbre. Il modifie son schéma de croissance en ne répondant qu'à des vents forts, ne répondant plus aux vents qu'il a déjà, auxquels il s'est déjà mesuré. Ok? Alors, pour être sûr de ça quand même, parce que c'était quand même incroyable, on est revenu au laboratoire et on a repris nos petits arbres et on s'est dit, bon bah, on a vu la première flexion qui déclenche la thigmomorphogenèse, la fameuse réponse moléculaire, on va regarder ce qui se passe pour un arbre qu'on va agiter plusieurs fois, on va répéter les flexions, ok? Pour voir s'il est capable de mémoriser ou pas. Donc, je repars de mon schéma de tout à l'heure, avec mon gène PTA-ZFP2, le gène modèle que je suis. J'ai bien compris qu'après une flexion, le niveau d'activation de ce gène a été multiplié par 300, et je vais lui imposer à ce même arbre une deuxième flexion. Alors, on a fait plusieurs choses. Là, ce que je vous montre, c'est simplement la même flexion qui est répétée une deuxième fois, et on la répète à des intervalles différents sur différentes catégories d'arbres. Soit je vais espacer d'une journée les deux flexions, soit de 2 jours, soit de 3 jours, etc. Voilà ce que ça donne. J'ai ici une deuxième flexion au bout de 24 heures après la première, et puis dans une autre expérience, une deuxième flexion 3 jours après la première, 5 jours après la première, 7 jours et 10 jours. Alors, pour vous aider à lire ce graphique, vous voyez que donc une première flexion allume le gène et multiplie son niveau d'activation par 300. La deuxième flexion, surprise, ça ne répond plus. Cet arbre qui pourtant était hypersensible, puisqu'il avait multiplié par 300 l'activité de son gène, à la deuxième flexion, 24 heures après, il s'en fout. Il ne répond pas. D'accord? Par contre, 3 jours après, il répond un petit peu. 5 jours après, un peu plus. Voilà. En gros, selon les lots d'arbres, on a montré qu'il faut 5 à 10 jours à se peuplier pour oublier, entre guillemets, la première flexion qu'il avait déjà vue. C'est-à-dire que la deuxième flexion n'est active que 10 jours après. Et ce processus-là nous a permis de montrer qu'il y a une sorte de mémorisation dans ce jeune arbre de cette sensibilité mécanique. Et en fait, cette mémorisation, alors on ne sait pas bien sous quelle forme elle est physiquement présente dans l'arbre, mais on a montré depuis très clairement que, en fait, l'arbre modifie son seuil de sensibilité à la déformation mécanique de ses cellules. Donc, en gros, pour faire simple, la première fois, il n'a pas encore connu de flexion, il répond très fortement. La deuxième fois, c'est bon, il a augmenté son seuil de sensibilité. Et si je mets la même flexion, il répond pas. Par contre, si je mets une flexion plus forte, il répondra. D'accord? Et donc ça, c'est ce qu'on a appelé l'accommodation. L'accommodation, c'est ce qui se passe avec votre œil. Votre œil accommode quand vous passez d'un endroit lumineux à un endroit obscur ou vice-versa. Avec la taille de votre pupille qui bouge, et donc ça modifie la sensibilité de votre œil à la lumière, si vous voulez. Eh bien, c'est un peu le même principe ici, donc on a utilisé le même mot, et on a donc démontré l'existence d'une accommodation chez les arbres, accommodation ici à une flexion. Quel est l'intérêt pour l'arbre? Parce que c'est bien joli encore, tous ces trucs de labo, mais ça sert à quoi? Alors, l'intérêt, c'était répondre finalement à la critique juste qui était avancée par les gestionnaires forestiers, qui disaient, bon, ça marche pas votre truc, sinon ça pousserait jamais vers le haut. Mais si, ça marche. Parce qu'en fait, ça évite simplement à l'arbre de ne pas surrépondre en permanence au vent auquel il a déjà été habitué, au vent auquel il s'est déjà accommodé.
Donc tous les vents courants, tous les vents un peu plus forts pour les arbres de 30 mètres de haut, il les a déjà vus. Donc il ne répond pas à ces vents-là. Il ne gaspille pas son énergie à enclencher une réponse de thymomorphogenèse s'il a déjà été accommodé à ces vents-là. Ok? Et donc ça lui permet en fait de consacrer son énergie à sa croissance en longueur, sa croissance en hauteur. Et par contre, la thymomorphogenèse ne sera déclenchée que pour des vents plus forts. Est-ce que je réponds aux questions tout de suite ou après? Je ne sais pas. Monsieur, parce que vous allez l'oublier, votre question, je le sais. Quelle est votre question? Ah oui. Voilà. Eh ben, je vous répondrai à la fin de la conférence. D'accord? Parce que là, vous évoquez ce qu'on appelle l'anémomorphose, et c'est encore autre chose. Donc, on y reviendra, vous m'y ferez penser, mais je vous raconterai l'anémomorphose à la fin. Ok? Alors, je continue. Donc, l'intérêt, c'est vraiment ça. C'est de filtrer les vents déjà vus. Ok? Et de pouvoir, donc, consacrer son énergie à croître correctement et à s'élever vers le ciel. Et moduler, donc, sa croissance en fonction de son vécu. Ça marche? Donc, un arbre, c'est capable d'apprentissage. C'est pas beau, ça? Ça, c'est quand même assez nouveau. Hein. Ça n'avait pas été montré. Alors, on n'est pas les seuls à avoir montré des capacités d'apprentissage chez les plantes. Il y a d'autres équipes, d'autres labos avec d'autres stimulations hein, qui l'ont montré aussi. Donc, ça aussi, d'ailleurs, ça nous rassure dans les résultats qu'on trouve, qu'on publie, c'est qu'on voit bien que dans la communauté scientifique, il y a d'autres cas d'apprentissage qui ont été prouvés chez les plantes. Ça va? Ok. Alors, j'entame la dernière partie, c'est maintenant qu'on a vu comment il s'habituait au vent, comment il résiste au vent, on va regarder un petit peu comment il fait pour rester toujours vertical et on va faire donc un petit passage par un processus qu'on appelle la résilience. Là, je vous ai parlé de résistance. Maintenant, je vais vous parler de résilience. La résilience, c'est la capacité d'un être à surmonter un traumatisme, à l'accepter quand on est un être humain et à entamer une deuxième vie différente de la première, après celle d'avant le traumatisme, mais qui est ce qu'on appelle socialement acceptable. C'est la définition de la résilience en médecine. Eh bien, en botanique, ça va être la même chose. Cet arbre qui va être incliné par un coup de tempête ou incliné par un glissement de terrain, comment va-t-il retrouver la verticale et retrouver une vie socialement acceptable pour un arbre? Donc, être toujours à la verticale. Alors, pour vous expliquer ça, je vais faire un petit détour justement par nous. Comment l'homme fait, comment nous faisons, nous, pour nous tenir debout, toujours dans le milieu aérien, à la verticale. J'ai oublié de préciser que nous vivons dans le milieu aérien, comme les arbres, et que ce milieu est non porteur. Si nous étions des cétacés, nous vivrions dans l'eau, et là, le milieu aquatique est porteur. Donc, c'est pas les mêmes contraintes. Nous, on a une contrainte majeure, c'est qu'on vit dans un milieu non porteur. Et non seulement c'est un milieu non porteur, mais c'est un milieu où nous sommes soumis à la pesanteur, à la gravité. D'accord? La gravité, vous savez, c'est cette force qui est partout sur la planète et qui fait que quand vous lâchez votre tartine, elle tombe au sol. Hein. D'accord? Tout objet est attiré vers le sol. Nous-mêmes, nous sommes des objets en permanence attirés vers le sol. Donc comment on fait pour pas se casser la figure en permanence et rester parfaitement droit et verticaux? Ou même vous, hein, sur vos chaises, vous faites la même chose que moi, avec pas tout à fait les mêmes muscles, mais vous devez quand même rester assis sur votre chaise et vous devez donc être dynamique et actif. Alors je vais vous montrer comment vous faites. Déjà, à l'intérieur de vous-même, vous avez un squelette. Un squelette fait d'os, un squelette dont les os sont libres d'ailleurs entre eux, mais reliés par des tendons au niveau des articulations. Hein. C'est-à-dire qu'en gros, cette armature interne, notre squelette interne, ne tient pas debout tout seul. D'accord? Si nous étions juste des squelettes, eh ben nous serions par terre. Parce que cette armature, effectivement, ne peut pas tenir debout toute seule. Il lui faut un système musculaire. Donc, nous avons des muscles qui sont en général organisés par des muscles antagonistes pour nos membres. Quand l'un se contracte, son frère en face arrête de se contracter, se décontracte, etc. Et puis surtout, nous avons beaucoup de muscles dans le dos qui nous permettent cette stature érigée ou la stature assise. D'accord? Donc, un système musculaire qui permet cette posture érigée, mais au prix d'un travail musculaire permanent. Permanent, donc moi qui suis debout, là, je n'arrête pas, je dépense énormément d'énergie à me tenir debout, mais vous aussi, sur votre chaise. C'est un travail musculaire permanent. Ok?
Et donc ça, c'est ce qu'on va appeler les moteurs. Les muscles sont les moteurs de notre stature verticale. Ok? Et troisièmement, il faut un pilote. Et ce pilote, c'est notre système nerveux qui commande le travail de nos muscles. Ce système nerveux, c'est bien sûr notre cerveau, mais c'est aussi tous nos nerfs, tout notre système nerveux. D'accord? Donc en gros, pour se tenir debout à la verticale, on a besoin de 3 éléments, une armature, des moteurs et un pilote. Ok? Les moteurs et le pilote forment ce qu'on appelle le système actif et dynamique, qui est en fait sollicité en permanence, sauf pendant votre sommeil, quand votre corps est à l'horizontale. Alors, ce squelette, chez nous, il est léger, rigide et résistant. Alors, la différence, léger, vous voyez bien, il pèse pas lourd. Rigide, ça veut dire qui permet l'érection dans le milieu aérien, justement. La résistance, c'est ce qui permet de ne pas casser, jusqu'au point de rupture, bien sûr. Donc, rigidité et résistance, c'est pas tout à fait la même chose. La résistance, ça décrit la non-casse, si vous voulez, avant le point de rupture. Alors, chez l'arbre, qu'est-ce qu'on a? On a vu qu'il y avait plein de bois à l'intérieur de ce tronc. Et effectivement, quand on regarde ici ce bois de chêne avec ses gros trous, ici, cette fois, c'est un bois de frêne avec ses vaisseaux, ses petites fibres et ses rayons, et on voit qu'en fait, le bois est un matériau très poreux. Très poreux, il n'y a pas beaucoup de matière organique, en fait. Il n'y a que les parois, si vous voulez, des cellules. Et en plus, ces cellules-là, le vaisseau, les fibres, tout ça, c'est mort, c'est vide. Donc, en fait, il y a pas beaucoup de matière organique. Ça veut dire que au bilan, j'ai un matériau plein de trous, un matériau poreux, qui est donc léger. Comme nos os, parce que quand on regarde l'intérieur d'un os, c'est pareil, c'est un matériau poreux. Donc ça, c'est bien parce que c'est bien de se tenir dans le milieu aérien, mais s'il faut mettre en œuvre un squelette hyper dense, qui va demander beaucoup d'énergie, qui va coûter beaucoup d'énergie à fabriquer, c'est pas terrible. Et puis en plus, nous, on est dotés de la locomotion, donc il faut aussi qu'on puisse transporter notre armature de manière pas trop coûteuse. D'accord? Alors l'arbre, lui, par contre, il est fixe. Donc il n'a pas besoin de transporter son armature. Par contre, lui, pour se nourrir, c'est ce que je vous avais raconté l'année dernière, il a besoin de mettre en place des surfaces d'échange avec son milieu absolument gigantesques. Il doit mettre en place des dizaines de milliers, voire centaines de milliers de feuilles et peut-être des millions de pointes racinaires dans le sol. Donc il a besoin, lui, au contraire, d'extérioriser ces surfaces d'échange, et pour ça, il a donc besoin d'avoir un corps massif, lourd, grand, en fait. Donc, le squelette léger, c'est d'autant plus intéressant pour lui. Il faut que ce matériau qu'il met en place chaque année ne soit pas trop lourd pour pouvoir être porté au-dessus du sol. Ça, c'est la légèreté. Pour la rigidité, eh bien, la rigidité, je vous ai raconté les fibres de bois. Vous voyez ici, on les voit très bien, les épaisseurs de murs. Vous voyez les parois qui sont très épaisses par rapport aux parois du vaisseau, qui sont assez fines ici. Là, on a des parois très épaisses. Elles sont faites de quoi? Elles sont faites de cellulose. La cellulose, c'est quoi? Ce sont des fibres. Des fibres qui sont, alors ici, elles vous sont montrées au microscope. Donc, vous voyez, ces fibres, c'est comme des câbles, si vous voulez, des câbles qui sont entremêlés dans la paroi. Et chaque câble est en fait de l'assemblage de petits câbles, eux-mêmes faits de l'assemblage de micro-câbles. Et au bout, en fait, je vois que la cellulose, c'est simplement des petits sucres accrochés les uns aux autres. Ce sont des chaînes de glucose très simples, mais qui, assemblées ensemble, donnent naissance à un câble extrêmement solide, qui résiste aussi à la casse, et qui va donc faire l'armature de la paroi. Et en plus, dès l'introduction, je vous ai dit que ce bois était imprégné de lignine. Et la lignine, c'est quoi? Alors, c'est en fait les petites taches bleues là qui apparaissent sur ce schéma. Vous reconnaissez ici la petite chaîne de glucose. Les câbles de cellulose, ils sont un peu carrés là sur ce schéma, mais c'est les mêmes que ceux-là. Et entre les câbles de cellulose se dépose la lignine. Et en gros, c'est quoi la lignine? C'est une colle. C'est une colle forte. D'accord? Donc la lignine, elle vient coller, verrouiller les câbles de cellulose les uns par rapport aux autres, et elle vient apporter une rigidité très grande à cette paroi. Donc le bois est un matériau rigide, très rigide, grâce à la lignine. Et enfin, troisièmement, la résistance. Là encore, je reviens sur mon bois. Ici, vous avez toujours la même figure, ça c'est la coupe transversale du bois, les vaisseaux, les fibres et les rayons.
Et puis ici, c'est un copeau en vue longitudinale dans le tronc. Alors pour vous aider, sur cette photo, pardon, voilà, je vous ai replacé les vaisseaux. Alors les vaisseaux, c'est les grands tuyaux, hein. Vous voyez, je les efface là, c'est les gros tuyaux bleus. Vous les voyez en long en fait cette fois-ci. Les fibres, c'est les petites cellules qui y a à côté, allongées également dans le sens du tronc. Ça va? Et vous voyez que tous les vaisseaux et les fibres sont des éléments qui sont allongés dans le sens du tronc, donc des éléments verticaux. On appelle ça d'ailleurs le système vertical du bois. Et puis les rayons, par contre, les rayons qui viennent ici traverser le bois, ils sont en fait, vous en devinez un ici, vous voyez? Là, c'est les cellules du rayon que je devine. Et en fait, ils sont perpendiculaires au système vertical. Les rayons forment le système horizontal. Et donc, vous avez un bois qui est finalement un tissu tissé. Un vrai tissu, avec des fils verticaux, un système vertical, dans lequel s'entrecroise un système horizontal. Et donc, ce système entrecroisé apporte beaucoup de résistance à ce matériau. Il va donc être la raison de la résistance face à la casse. Encore une fois, jusqu'à un certain point. Mais quand même, la résistance, elle est bien présente. Donc, en gros, en vous montrant ces 3 points-là, je vous démontre que le bois est un matériau, c'est d'ailleurs le matériau mécaniquement idéal pour élever de hautes colonnes vers le ciel, pour monter à plus de 100 mètres de haut pour les géants de la planète. D'accord? Et parce que léger, rigide et résistant. Donc, grâce à son squelette, l'arbre se tient debout à la verticale. OK? Mais, et ce, quelle que soit la situation. Alors, la situation, elle peut être plus délicate que pousser sur un sol bien horizontal, dans un endroit où les vents sont cléments. Donc, on peut avoir des problèmes dans la vie quand on est un arbre. Ici, j'en ai montré un particulier, c'est pousser dans un talus en montagne, où là, le poids de la neige et les glissements de terrain fait que les arbres vont avoir tendance au début de leur vie à être inclinés. Et puis vous voyez que ces arbres, ils ont tous la même forme, ils sont courbés à la base. Ça, c'est un peuplier du laboratoire qu'on a simplement incliné à 35 degrés. Au bout de quelques mois de vie, il poussait parfaitement droit. On l'incline à 35 degrés. Et voilà la jolie courbe qu'il s'est mise à tracer dans la semaine qui a suivi. Et celui-là, je l'appelle l'arbre de la fête de la science, parce que à chaque année, à la fête de la science, il y a des classes de collège qui viennent visiter le laboratoire. Et donc, 2 jours avant qu'ils ne viennent, on prend un des petits peupliers, encore jeune, et on lui met la tête en bas. Donc on l'a retourné. Alors ça, c'est une situation quand même pas courante dans la nature, hein. Mais donc ça, c'est l'arbre de la fête de la science. Il est la tête en bas, et en 48 heures seulement, vous voyez que son tronc s'est ployé et remis à la verticale dans l'autre sens. Il est assez spectaculaire, celui-là, quand même, hein. OK? Donc, ce que je vous montre par là, c'est que quelle que soit la situation, l'arbre qui est éloigné de la verticale, alors de la verticale montante, si j'ose dire, parce que l'arbre qui a la tête en bas, il est quand même à la verticale, mais il a la tête en bas, il va retrouver la verticale montante, quelle que soit la situation. OK? Alors, comment fait-il? Donc ça, c'est la résilience. Donc, s'il fait ça, c'est qu'il a des moteurs. Il a des moteurs pour pouvoir bouger et retrouver la verticale, d'accord? Alors, on va regarder ces moteurs. Ici, donc, tout à l'heure, juste avant, c'était des résineux. Là, c'est des feuillus, des hêtres. Pareil, sur un talus. Et vous voyez donc ces arbres qui sont courbés à la base. Donc, je vois qu'effectivement, un arbre qui est incliné par rapport à la verticale se redresse en se courbant à la base. OK? Pour comment? Eh bien, si je fais une coupe là, dans la zone de courbure du tronc, voilà ce que je vais voir. Alors, c'est pas tout à fait le même arbre, parce qu'ici, c'est un chêne. Donc, c'est pas le hêtre de gauche, mais ça ressemble. Et voilà ici la tranche qui a été prise en photo. Alors, elle avait déjà un certain âge quand on a pris la photo, ce qui fait que, vous voyez qu'elle s'est fendue. Le rondin s'est fendu. Normalement, il n'est pas fendu au moment où on coupe, hein. Mais là, et vous allez comprendre pourquoi il s'est fendu très vite. Parce qu'en fait, c'est un bois qui est plein de contraintes mécaniques. Donc, qu'est-ce que je vois sur ce tronc? Déjà, je vois la moelle, le cœur de l'arbre, qui est là. Vous voyez mon petit point rouge? Donc, qu'est-ce que vous pouvez dire? Il est complètement excentré. La moelle est excentrée ici.
Alors, bien sûr, il a fabriqué des cernes tout à fait réguliers, enfin, des cernes, pardon, tout à fait concentriques. Les cernes sont, je peux les suivre, hein, je pourrais tout à fait faire le tour et suivre les cernes. Mais ce que je constate, c'est que les cernes sont déformés sur une face et pas sur l'autre. Ok? Ils sont plus épais, les cernes de bois, ici de ce côté-là, et en plus souvent la couleur d'ailleurs est un peu différente. Mais ces cernes-là sont un bois particulier qu'on appelle un bois de réaction. Réaction à quoi? Réaction à l'inclinaison. Dès qu'un arbre est incliné, son cambium se met à fabriquer un bois différent de ce qu'il fabriquait avant. Il fabrique donc un bois de réaction, c'est un bois particulier. Je vais vous expliquer en quoi c'est intéressant pour lui. Je vous montre de plus près ce bois. Voilà ici, alors j'ai remis, pour vous faire comprendre, mon petit tronc ici, avec la face ici de bois de réaction. Alors je l'ai déjà appelé face tendue, je vais vous dire pourquoi. Et la face opposée où les cernes sont plus fins. Ça va? Ok. Et là, les deux coupes de microscope, c'est l'un est fait en bas, dans la face opposée, c'est-à-dire la face finalement dite normale, et en bas, c'est la face du bois de réaction. Ça va? La coloration, alors juste sans vous dire le nom des produits chimiques, on s'en fout, mais on a quand même fait des colorations spécifiques pour visualiser la cellulose et la lignine. En haut, comme la lignine est partout, et c'est elle qui colore en rouge toutes les parois. Je ne vois pas la cellulose parce qu'en fait, elle est dans la colle, si vous voulez. D'accord? Donc là, j'ai un bois normal qui est très lignifié. Et en bas, regardez mon bois, du bois de réaction. Qu'est-ce que vous constatez? Il y a du bleu. Il y a du bleu. Le bleu, c'est la cellulose. Le rouge, c'est la lignine. Donc ça veut dire qu'en bas, j'ai des fibres, parce que vous voyez que c'est que dans les fibres, qui ont une tête vraiment particulière. En fait, ces fibres se sont remplies d'une couche de cellulose ici. D'accord? Là, c'est les fibres normales du bois, ici normal. Voilà, la paroi cellulosique est lignifiée. Et ici, vous avez la paroi cellulosique et lignifiée et la couche supplémentaire qui s'est déposée dans ces fibres. Une énorme couche de cellulose, une cellulose en plus particulière, parce qu'elle est gélatineuse. C'est pour ça qu'on l'appelle la couche G, comme gélatineuse. D'accord? Donc cette couche G, c'est l'étoile hein, que j'ai mis ici en bleu pour vous rappeler, elle est là. Vous allez comprendre pourquoi j'insiste, parce que c'est elle, en fait, le moteur du redressement. Ce sont ces couches G. Alors, cette cellulose gélatineuse, en plus, les câbles de cellulose qui forment cette couche G, ces câbles, au lieu d'être un peu dans n'importe quel sens, entremêlés, comme dans une paroi normale, ils vont être pratiquement parallèles entre eux, ok, et quasiment parallèles à la longueur de la cellule. Alors, je m'explique. L'effet de la couche G est le suivant. Vous avez ici une cellule, une fibre qui se met en place et qui va se remplir de sa couche G à l'intérieur. Et la couche G, elle a la particularité donc de rétrécir avec le temps. Elle se rétracte dans la cellule, d'accord? Parce que les câbles se raccourcissent, les câbles de cellulose se raccourcissent. Donc dans la cellule ici, dans la fibre, la couche G va avoir tendance à faire rétrécir la cellule. Ok? Mais, comme ces fibres, elles naissent pas toutes seules dans le bois, elles sont accolées à toutes celles qui sont déjà nées avant. Elles sont collées par leurs parois. Donc, en gros, elle peut pas rétrécir cette fibre. Mais donc, ce qui va s'installer dans cette cellule, avec le rétrécissement de la couche G, c'est une contrainte mécanique de rétraction. Est-ce que vous me suivez? C'est pas vraiment la cellule qui rétrécit. Elle peut pas, elle est collée à ses voisines. Ce qui rétrécit, c'est la couche G à l'intérieur qui tire sur la cellule et qui installe une force mécanique très grande dans chaque petite cellule. Ok? Et donc, faut voir ça un petit peu comme des haubans qui seraient mis en place dans cette petite cellule. Vous multipliez ça par toutes les fibres ici du bois de la face de bois de réaction et vous comprendrez en fait que ce bois sur la phase de réaction est un bois de tension, parce que toutes les fibres ont tendance à accumuler ces contraintes mécaniques de rétrécissement. Ok? Alors, c'est donc comme si on installait des milliers de petits haubans à l'intérieur de ces fibres. Ces petits haubans vont tirer. Alors, pourquoi je vous ai mis une vidéo de bras? Parce qu'en fait, c'est exactement le même principe que votre biceps. Le biceps, c'est le muscle qui va rétrécir dans votre avant-bras pour monter le bras.
ou l'inverse, je ne sais jamais où est l'avant-bras et le bras. Mais vous m'avez compris. Pour lever ma main, voilà, je vais rétrécir mon muscle biceps. Eh bien, le bois de tension dans l'arbre fait la même chose. Ok ? C'est un principe de haubanage. Donc, le bois de réaction de mon feuillu, là, est un bois de tension qui est le moteur du redressement de la courbure, en fait, et qui est le moteur du redressement. Le voilà ici, je vous le remets. Donc, tout ce bois ici a tendance à accumuler ces contraintes mécaniques de rétraction et va donc, comme il est déposé, sur la face supérieure du tronc, ici, j'aurais dû rajouter la petite flèche rouge, face supérieure du tronc, comme mon biceps, il va permettre la montée du tronc vers la verticale. Ok ? Ça, c'est chez les feuillus. Chez les conifères, c'est un petit peu différent, mais le principe est un peu pareil. Chez les conifères, le bois de réaction qui se met en place, au lieu de se mettre sur la face supérieure du tronc incliné, il va se mettre en place sur la face inférieure du tronc incliné, à la base ici, de ce côté-là, sur la face inférieure. D'accord ? Et lui, au lieu de se rétrécir, à l'inverse, il a tendance à se dilater, ce bois, en maturant. Et la dilatation fait qu'en fait, ça va pousser le tronc vers le haut. Donc, en fait, dans les bois de conifères, le bois de réaction est un bois de compression qui agit comme un vérin, poussant l'arbre vers le haut. Alors que dans les feuillus, le bois de réaction est un bois de tension qui agit comme un hauban et il a tendance à tirer le tronc vers le haut. Ça va ? Ok ? Donc, ces bois, c'est eux les moteurs. Donc, le bois peut être muscle pour l'arbre. On avait déjà vu qu'il était plomberie, qu'il était squelette et qu'il était grenier. Mais il est muscle également. Du moins pour un bois un peu particulier, mais c'est quand même fabriqué par le cambium toujours. Hein. Ok, juste au passage, cet arbre-là que vous voyez en bas, je vous le décris quand même parce qu'il est quand même impressionnant. Je ne sais pas si vous voyez de loin. Vous voyez comment au cœur du tronc, les cernes sont parfaitement réguliers et concentriques et la moelle était centrée dans ce tronc, d'accord ? Et là, le dernier cerne mis en place, donc après on a un bois complètement bizarre, le bois de réaction, qui était sur la face inférieure du tronc. Et ici, ce tronc avait été coupé en 2016. Quand on remonte le temps en comptant les cernes, on arrive ici à l'an 2000. L'an 2000, c'est le premier cerne de bois de réaction. Et le dernier cerne normal, c'est l'année d'avant, c'est 1999. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux ? La fameuse tempête. Et ce sapin-là, c'est un sapin auvergnat, il a vécu cette tempête. Il avait une quinzaine d'années, hein, il était né à peu près en 1986. En 99, il est tout jeune, il subit la tempête, il est incliné, presque déraciné, mais pas complètement. Donc il reste enraciné, en vie, et dès le printemps suivant, une fois incliné, il se met à fabriquer son bois de compression sur sa face inférieure, ici. Donc ça serait la face inférieure du tronc, là. Et quand le bûcheron me l'a donné, il m'a dit, oui, le tronc était parfaitement redevenu vertical. Il était toujours courbé à la base, mais il était redevenu vertical. Donc il s'était redressé, oui. Oui. Non. Ils sont simplement inclinés, si vous voulez. Les tuyaux du bois, ils vont se trouver là, dans ces cernes-là. L'eau va toujours circuler à la périphérie du tronc. Il n'y a pas de souci. Il y aura toujours des vaisseaux mis en place. Non. Voilà. Dans le bois de réaction, on va retrouver les 3 types cellulaires, vaisseaux, fibres et rayons, dans des proportions différentes du bois normal, avec des couches G dans les bois de feuillus, mais sinon, dans les autres fonctions du bois, ça marche toujours. Ok ? Ok, je continue. Donc, les bois de réaction sont donc les muscles et donc les moteurs du redressement de cet arbre. Il me reste une dernière chose quand même, vous allez le voir, c'est savoir comment il a senti qu'il était incliné. Je vais y venir tout de suite. Mais avant, donc on a compris que pour se redresser à la verticale, le feuillu met en place son bois de réaction ici sur sa face supérieure. J'aurais pu mettre la photo du conifère à côté. Lui, c'est son bois de compression sur la face inférieure. Et il se courbe pour retrouver la verticale, ok ? Mais il ne fait pas tout à fait que ça. Parce que s'il faisait que ça, j'exagère et je caricature, mais imaginez le tronc qui se courbe, et puis il continue à pousser, paf, il va faire cul par-dessus tête et se retrouver dans l'autre sens. J'exagère un petit peu, mais effectivement, il y a quand même un problème. Il va se redresser, en fait, il fait plus que ça. Il se redresse, et regardez ce jeune arbre,
il se rectifie. Il va retrouver un tronc parfaitement droit. D'accord? Il se rectifie comment? Eh bien, on a montré aussi qu'il va non seulement se courber à la base, mais il se décourbe par le sommet. En mettant en place sur l'autre face, donc ça, la courbure, le bois de tension est mis en place sur la face qui regarde le ciel, et il met en place le même bois, mais sur l'autre face, ce qui va lui permettre de se décourber. Quand les deux courbures et décourbures se rejoignent, le tronc devrait finir parfaitement rectiligne. Donc non seulement il se redresse, mais il se rectifie, ok, par la courbure et par la décourbure. D'accord? En gros, un arbre se contorsionne. Et quand, là, je vous montre des arbres inclinés fortement par la tempête, par le glissement de terrain, mais n'importe quel arbre fait ça. C'est-à-dire que quand il pousse à la verticale, finalement, on ne le voit pas, mais il passe son temps à corriger sa posture pour pousser toujours à la verticale en se courbant légèrement, décourbant légèrement. Ça se voit pas, ça se voit même pas quand on fait les planches. Si l'arbre a poussé dans une futée bien régulière, ça se verra pas. Mais il n'empêche que, au cours de sa vie, cet arbre corrige sa posture en permanence, exactement comme vous, comme moi, qui le fait au millième de seconde près. Lui, c'est un peu plus long, mais il fait pareil. Donc, il se contorsionne en permanence pour trouver sa posture verticale et garder cet équilibre dynamique de posture verticale. Ok? Donc, on a vu l'armature, on a vu les moteurs. Bah oui, et le pilote alors? Y a-t-il un pilote dans l'avion? Y a-t-il un pilote dans l'arbre? Où se trouve le pilote? Alors, on est d'accord que dans un arbre, il n'y a pas de cerveau, il n'y a pas de système nerveux. Donc, ça ne peut pas être ça, d'accord? Pour autant, eh bien, l'arbre va se redresser de manière, en effectuant ce mouvement de croissance, c'est de la croissance finalement, en ajoutant des cernes de bois. Donc, c'est un mouvement de croissance, mais un mouvement quand même, parfaitement coordonné, qui va lui permettre de la trouver, cette verticale, et même de se rectifier. Donc, il y a bien quelque chose qui pilote le mouvement. D'accord? Donc, on va passer d'abord par la sensibilité. Qu'est-ce qu'il sent, cet arbre? Comment fait l'arbre incliné pour se redresser? Comment sent-il qu'il est incliné? D'accord? Alors, à votre avis, la lumière, la gravité. Alors, on parle des facteurs, là, d'accord? Donc, vous m'avez cité la lumière, la gravité. Vous êtes fort. Alors, attendez, vous êtes fort, mais vous avez tort. Parce que, justement, on a regardé les deux. La lumière et la gravité, la lumière ou la gravité, la lumière et la gravité, mais avec l'un des deux plus important, ça peut se décliner quand même. Donc, on a regardé, effectivement, si la lumière du soleil s'entend, puisqu'un arbre pousse dehors, et donc la lumière qui est là-haut, c'est celle du soleil. Vous avez raison quand vous dites la lumière, vous vous dites c'est un repère pour l'arbre, un repère de verticalité. Le soleil, il est en haut. Donc, est-ce que c'est la lumière? Alors, le problème, en science, quand on veut prouver qu'un facteur est actif sur un phénomène, il faut pouvoir l'isoler, ce facteur, et ne faire bouger que lui, tous les autres restant parfaitement constants. Ou bien, on peut aussi l'enlever, ce facteur, le réduire à zéro. D'accord? Alors, la lumière. Ah ben, je peux l'éteindre. Je vais éteindre la lumière. Ah oui, mais manque de chance, ma réponse, c'est une réponse de croissance. Et pour faire du bois, l'arbre, il a besoin de ses feuilles, il a besoin de lumière, de photosynthèse, pour fabriquer les matériaux dont il a besoin pour croître. Donc, je ne peux pas éteindre la lumière, sinon, je n'observe pas ma réponse de croissance. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Puisqu'on ne peut pas éteindre la lumière, ah oui, pardon, la gravité. Deuxième chose, ah ben, la gravité, ben, je vais éteindre la gravité. Ah ben, sur Terre, c'est pas facile, hein, parce qu'elle est partout. Je ne peux pas m'affranchir de la gravité, sauf dans certains petits dispositifs que je vais vous montrer, mais sur des plantes miniatures. Sauf si j'ai des liens avec la station spatiale internationale, et si je pouvais envoyer un arbre là-haut, ils veulent pas. C'est trop gros. Par contre, on peut envoyer des plantules, des germinations. On fait des manips avec l'ISS, on envoie des lentilles, des germinations de lentilles. C'est un peu loin quand même du modèle arbre. Enfin, on obtient des résultats avec ça. Donc, je suis quand même embêtée. Alors, ma lumière, si je ne peux pas l'éteindre, ben, on a eu une autre idée à Clermont. Exactement. On va l'éclairer davantage. Mais comment? Ben, on va l'éclairer de partout, cet arbre.
Et donc, on a construit des sphères. Elles sont grandes hein, quand même. Vous voyez ici, le collègue Eric, il est face à une de ces sphères qui est ouverte. Et donc, on peut mettre un arbre de quelques mois quand même. On ne peut pas mettre un chêne centenaire, hein, mais on peut mettre quand même nos arbres, nos peupliers dans ces sphères. La sphère, en fait, elle est donc creuse et elle est tapissée de lumière, de LED, partout, 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 ce qui fait que la lumière devient isotrope. Isotrope, ça veut dire elle est la même qualité, la même quantité de partout. L'arbre est éclairé par-dessus, par-dessous, par les côtés, partout. Ok ? En faisant cela, je m'affranchis du signal lumière-eau. D'accord ? C'est comme si je l'éteignais. Et donc, je vous montre ici un petit film où vous voyez un jeune peuplier qui a été mis à l'horizontale dans la sphère et qui a été laissé en croissance. Donc, c'est un appareil photo hein, qui a pris des photos, puis on monte les photos après. Vous voyez ce que fait cet arbre à l'horizontale. Regardez son apex ici. Il a déjà retrouvé la verticale, lui. Alors ça, les variations de luminosité, c'est parce qu'on a mimé aussi le jour et nuit. D'accord ? Donc quand ça s'éteint, c'est la nuit. Alors au passage, vous voyez qu'un arbre qui pousse, c'est plein de mouvements. Ça tourne un peu. Les feuilles aussi ont des mouvements. Et puis petit à petit, vous allez voir son jeune tronc. Alors évidemment, il n'y a pas beaucoup de bois, mais il y en a quand même, hein, qui va retrouver sa verticale. Quand on fait des coupes dans ce jeune tronc-là, on observe le bois de tension sur la face supérieure. On observe sa mise en place. Voilà, donc il retrouve sa verticale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le signal lumière du ciel, il s'en fout. Il n'a pas besoin de la lumière du soleil pour trouver la verticale. C'est une belle démonstration. Hein. Ok? Comment? Alors, il a un fil à plomb, c'est exactement ça. Donc, si je vous montre ce fil à plomb, donc nous, on fait comment, nous, pour nous tenir debout et percevoir la verticale? Ça se passe où? Dans l'oreille interne. Ça se passe dans l'oreille interne, où vous avez ici, dans le vestibule, des petits canaux creux disposés dans les trois directions de l'espace, et qui sont tapissés, ces petits canaux creux, de cellules sensibles, qui sont des cellules ciliées. Ces cellules ciliées, ça c'est leurs extrémités nerveuses, qui vont aller vers le cerveau, et ciliées, pardon, c'est là les petits cils. Les petits cils, c'est à l'extérieur, qui tapissent ces canaux. Et dans ces canaux, il y a une sorte de gelée, genre gelée de groseille, voilà. Et dans la gelée, il y a des petits cailloux qu'on appelle des otolithes, il y a le mot ici. Ces otolithes, des petits cristaux de carbonate de calcium, qui sont entraînés par la gravité, qui sédimentent doucement dans cette gelée, et qui indiquent donc par leur pesée, ici, ils pèsent ces otolithes sur les cils, les extrémités ciliées de ces cellules, et qui indiquent donc en permanence à notre cerveau la position de notre corps, en tout cas de notre tête. D'accord? Et quand la tête change de position, eh bien les petits otolithes bougent dans la gelée et la force exercée sur les cils diffère, donc ça crée de nouveaux signaux électriques. D'accord? Voilà comment ça se passe chez nous. Donc c'est bien la gravité terrestre qui entraîne nos petits otolithes et indique en permanence à notre pilote le sens de la verticale, et donc nous faisons de la graviperception. Deuxième gros mot, après la morphogenèse, vous faites de la graviperception en permanence. Ok? Alors, chez l'arbre, comment cet arbre, est-ce qu'il est capable de percevoir la gravité? Quand on regarde dans le tronc de cet arbre, ou dans un tronc plus âgé, mais dans l'écorce, alors c'est dans le libère ou le jeune bois, on va trouver des cellules qui sont remplies de grains, des grains d'amidon qui sédimentent au fond de ces cellules. Et donc, on a un système tout à fait équivalent chez les plantes, comme chez les arbres. Ok? Et d'ailleurs, donc ces petits grains d'amidon, on les a appelés des statolithes. C'est l'équivalent des otolithes, hein, sauf que c'est pas dans l'oreille, donc on les a appelés statolithes. Et ces petits grains, alors voyez ici, je vais vous les montrer en action sous un microscope qu'on a inventé au labo, qu'on appelle un microscope horizontal, peu importe le détail, mais sous ce microscope, on peut placer des morceaux de tissu à l'horizontale. C'est comme si je mettais ma plante ici à l'horizontale, d'accord? Et donc, quand je la place à l'horizontale, le sens de la verticale terrestre est toujours vers le bas, d'accord? G pour gravité. Et vous avez les cellules ici dont je viens de vous parler. Vous les voyez, les petits grains, ils sont au fond, là, au début de la manip. Et voilà ce qui se passe. Alors, je vous laisse regarder. Regardez,
il coule. Il coule et il change de position. D'accord? Vous voulez que je vous le remette pour ceux qui n'ont pas vu? Oh, j'ai pas vu. Là, hop. Là, on les voit bien, hein? Alors, en gros, c'est un principe de couler un peu comme le tas de sable. Voilà, vous videz votre brouette et vous allez avoir le sable qui se répand et qui va à un moment s'arrêter en équilibre, d'accord? Donc, ils vont pas tout à fait finir à l'horizontale, ils vont finir comme votre tas de sable qui a coulé dans votre cours, d'accord? Alors, pour ça, il faut plusieurs minutes. Plusieurs minutes, c'est quand même, tout est plus long dans le temps des arbres, tout est plus long. Le temps de la croissance, le temps de la vie, le temps de la perception de la gravité aussi, c'est plusieurs minutes. Alors pourquoi c'est intéressant de mettre plusieurs minutes pour percevoir ce changement de position de ces grains? Ça évite à l'arbre de confondre une perte de verticalité et un coup de vent. D'accord? Parce que le coup de vent qui fait osciller la branche ou le tronc pourrait être perçu aussi comme une perte de verticalité, mais non, parce que là, les satellites n'ont pas le temps de bouger. D'accord? Donc il faut un temps, ce qu'on appelle un temps de présentation suffisamment long. Ok? Donc ces statolites, c'est les petits grains contenus dans ces cellules qu'on appelle les statocytes, vous n'êtes pas obligé de retenir tous les mots, sédimentent sous l'effet de la gravité. Donc on a un système parfaitement comparable. D'accord? La preuve, quand même, parce que vous allez me dire c'est bien gentil, mais montrez-moi quand même que c'est bien la gravité qui est perçue. Alors ici, vous avez un petit appareil qu'on appelle un clinostat. Un clinostat, c'est un petit manège. Un petit manège sur lequel on peut faire tourner la plante sur elle-même. D'accord? Donc vous avez ici deux plantes. Alors ça, c'est pas des arbres, hein, c'est des herbacées. Mais ça marche aussi sur des jeunes peupliers, il n'y a pas de problème. Et là, à gauche, je crois que c'est lui qu'on va faire tourner. Alors, au début de l'expérience, vous voyez que les pots, on a mis les plantes à l'horizontale. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Normalement, elles vont se redresser en se courbant. On est d'accord? Si je laisse comme ça, je n'allume pas le clinostat, c'est ce qui va se passer. D'accord? À droite, c'est un petit modèle. Alors, c'est une boîte de tic-tac. C'est pour vous montrer que des fois, dans les labos, on a des trucs comme MacGyver. Hein, on fait avec 3 allumettes et une boîte de tic-tac. Donc en fait ça c'est simplement un petit modèle qu'on a conçu pour montrer aux personnes, j'aurais pu l'amener d'ailleurs, cette boîte de tic-tac qui est remplie de liquide vaisselle, un peu visqueux, et dans lequel on a mis des billes de verre, pour mimer en fait les statolites dans la cellule quand ils sédimentent. Si je laisse la boîte de tic-tac sur pied, les grains tombent au fond de la boîte. Donc, comme les grains d'amidon tombent au fond de la cellule. D'accord? Alors maintenant, je fais tourner mon petit clinostat ici, et je fais tourner mon petit modèle ici. Qu'est-ce que vous voyez? Donc ici, à droite, ça tourne pas, c'est le témoin. Là, ça tourne. Il va falloir quelques heures. Vous voyez ici ma boîte de tic-tac? Regardez les grains qui sont tout le temps en suspension. Et voilà, au bout de plusieurs heures, regardez, le témoin, il s'est courbé vers le haut. Mais par contre, la plante sur le clinostat, elle est toujours horizontale. C'est-à-dire que quand on fait tourner une plante sur elle-même, c'est comme ça qu'on s'affranchit de la gravité. Les grains statolites sont mis en suspension, n'ont pas le temps de sédimenter, et donc la plante ne peut pas percevoir la gravité. Et quand elle ne perçoit pas la gravité, eh bien qu'est-ce qu'elle fait? Elle pousse en s'alignant sur elle-même. Elle pousse à l'horizontale parce qu'on l'a mise à l'horizontale, d'accord? Donc en micro, alors c'est ce qu'on appelle une expérience de microgravité. Il n'y a pas de redressement. Et pourquoi? Parce qu'en fait, c'est donc ces statolites, oui, n'ont pas le temps de sédimenter. Quand ils ont le temps de sédimenter, qu'ils ont coulé, la cellule inclinée, vous voyez, ici, en fait, elle va en fait percevoir la position de ces grains de manière très fine. Et cette position-là, ici, ces deux flèches rouges, indiquent à la cellule l'angle d'inclinaison de son axe principal. L'angle A est mesuré très précisément par la position des grains une fois qu'ils ont coulé. Vous me suivez? Ah, c'est fou, hein? Et alors ça, c'est une mesure, c'est au degré près. Hein. On a montré que c'est vraiment extrêmement sensible. Au degré près, l'arbre est capable de mesurer exactement son angle d'inclinaison par rapport à la verticale. OK? Donc au bilan, j'ai, grâce à cette mesure de la position de la verticale, donc la mesure de l'angle d'inclinaison, et donc la mise en œuvre de la réponse qui est la courbure accompagnée de sa décourbure, je peux, moi, arbre, me retrouver à la verticale parfaitement rectiligne. Donc je fais, moi, arbre, de la graviperception, comme vous, homme,
en mesurant précisément mon angle d'inclinaison par rapport à la verticale. Je réponds en faisant une réponse de courbure. Alors, on appelle cette réponse, c'est pour vous donner d'autres gros mots, ce mouvement de redressement par la courbure, on l'appelle le gravitropisme. Le tropisme, ça veut dire la croissance en réponse à quelque chose. Donc, gravitropisme, croissance en réponse à la perception de la gravité. Et je me décourbe pour me rectifier. Et là, on appelle ça l'autotropisme. Voilà, donc 3 mots à retenir de plus. Graviperception, gravitropisme, autotropisme. Ça fait 4 gros mots. Je crois qu'il n'y en a pas d'autres. Ok. Alors, est-ce que c'est suffisant tout ce que je vous ai raconté? Si vous avez encore un peu de courage, c'est le dernier point. Et vous allez voir que je vous ai menti. Alors, je vous ai menti, mais je vais vous remettre dans la peau du chercheur avant 2013. Tout ce que je vous ai raconté là, alors bien sûr, tous les mécanismes très fins, le mode de mesure de l'angle d'inclinaison, toute la cascade moléculaire de réponses que je ne vous ai pas décrites jusqu'à la réponse de croissance, tout ça c'est étudié depuis Charles Darwin. Darwin, c'est un des premiers à mettre à l'horizontale des plantes et à les regarder se redresser. Donc on sait parfaitement qu'une plante est capable de se redresser à la verticale depuis Darwin, qui lui-même disait, ou les suivants, plus exactement, ont compris assez vite que la plante était capable de percevoir la gravité. D'accord ? Alors gravité, lumière, on ne savait pas bien. Nous, on a quand même réussi à démontrer que seule la gravité est importante. D'accord ? Que la lumière, alors attention, je n'ai pas dit qu'elle faisait rien, mais que la lumière n'est pas nécessaire pour trouver la verticale. Ok ? Avant 2013, on en était là. Et les chercheurs du labo, Bruno, celui qui tirait sur les peupliers de tout à l'heure, c'est lui le malin dans l'affaire, parce qu'il s'est dit, mais est-ce que c'est vraiment suffisant? Est-ce que ce qu'on dit depuis 150 ans est vrai? Est-ce que la seule perception de la gravité suffit à une plante à se redresser et à se rectifier? Alors chez nous, regardez, encore une fois, dernier moment, avant. Donc la question c'était, est-ce que c'est suffisant? Alors lui, c'est un biomécanicien, Bruno, qui travaille beaucoup avec les mathématiciens du labo. Donc je vais vous achever là, je vous préviens tout de suite, parce que je vais vous montrer des équations. Mais rassurez-vous, je vais vous montrer un truc super simple que moi je comprends. D'accord? Oui, parce que sinon, je ne comprends pas tout ce qu'il fait non plus, Bruno. Donc, en fait, il a fait de la modélisation. Qu'est-ce que c'est faire de la modélisation? C'est prendre son ordinateur, prendre son cerveau, faire des calculs, des équations pour mettre en équation et en courbe virtuelle des phénomènes. Donc, il a cherché à modéliser un arbre qui se redresse. D'accord? Et pour cela, il a fait la littérature, il a vu, un arbre pour se redresser, il faut qu'il perçoive la gravité, puis nos travaux montraient la même chose. Donc il est passé par un modèle mathématique. Donc pour cela, Bruno, accompagné de 2 collègues, alors ça c'est des collègues de Polytechnique à Paris, donc de l'X, voilà ce qu'ils ont en gros pondu. Alors, je vous explique en 2 mots, parce que c'est vrai, quand on voit ça, on se dit, bon, je ne sais pas ce que ça veut dire. Donc, cette équation, en fait, c'est l'équation qui va régir le redressement de l'arbre qui est sous forme d'un trait bleu en bas, là, qui pour l'instant est à l'horizontale. D'accord? Vous voyez ce trait bleu? Ok. Alors, dans cette équation, qu'est-ce que je lis? Je lis à gauche du égal un terme qui me dit que delta C, entre parenthèses, S virgule T sur delta T, je comprends rien. Hein. Donc en gros, je vais vous le traduire, c'est la vitesse de redressement de l'arbre est égale et proportionnelle, si vous voulez, à un terme à droite dans lequel je reconnais le A. Le A, c'est l'angle d'inclinaison. Donc en gros, je traduis là que la capacité à se redresser d'un arbre est proportionnelle à sa capacité à sentir son angle d'inclinaison A. Et ST, en fait, ça veut dire en tout point du tronc et à tout moment du temps. Donc, partout le long du tronc, il y a des cellules avec des petits grains qui pèsent. Et selon la position de chaque cellule, qui peut être différente le long de la courbe de l'arbre, tous ces petits points perçoivent l'inclinaison de leur axe par rapport à la verticale. D'accord? Et donc, ça, en fait, cette équation mathématique, elle traduit ce qu'on sait depuis plus de 100 ans. C'est que c'est grâce à la gravité qu'une plante se redresse. Alors, on regarde, est-ce que ça marche? Donc, les couleurs du redressement de cette ligne, plus c'est bleu, plus c'est froid, plus c'est rectiligne. Plus c'est chaud, dans le jaune puis dans le rouge, plus c'est courbé.
D'accord? Donc, je lance le petit modèle. Vous voyez ici, voilà. Vous voyez qu'ici, ça se courbe à la base et ça se décourbe au sommet. Ah, ça marche bien. Ah ben zut, ça recommence. Puis ça se recourbe au-dessus. Puis ah ben, là encore, ça se décourbe au sommet. Et puis, ça n'arrête pas. C'est-à-dire qu'en fait, ma courbe, mon modèle, je vous le remets, ne cesse d'osciller par courbure et décourbure autour de la verticale. Donc en fait, ça fait une espèce de serpent comme ça, et jamais le tronc ne se rectifie. Donc ça ne marche pas. La seule gravité ne peut pas expliquer le mouvement naturel qu'on observe sur le terrain, qu'on mesure au labo, de la courbure et de la rectification. Il manque quelque chose. D'accord? Et ça a été montré à Clermont. Ça a été une petite révolution à l'époque quand même. Hein. Alors qu'est-ce qui manque? Ben, on a fait un petit tour par nous, à nouveau, pour réfléchir. Nous, est-ce que la seule perception de la gravité nous permet de nous tenir debout? Qu'est-ce qui manque? Donc je vous ai dit, on fait de la graviperception, mais on fait plus que ça. Notre corps fait de la proprioception. La proprioception, c'est quoi? C'est la capacité de nos membres, de tout notre corps, à percevoir notre position dans l'espace, à percevoir notre forme propre. C'est ce sens-là de la proprioception, c'est lui qui vous permet de boire les yeux fermés et que votre bras trouve votre bouche. Vous n'avez pas besoin de voir clair pour boire dans le noir. Ça, c'est un conseil si vous voulez vous lever pour boire un coup la nuit. Pas besoin d'allumer la lumière. Le bras trouve la bouche. C'est la proprioception. Donc, cette proprioception, elle passe par quoi? Elle passe par des capteurs mécaniques, encore une fois, présents dans notre corps, partout, beaucoup dans nos articulations, énormément sous notre voûte plantaire, puisque c'est notre stature bipède, qui fait que nous avons plein de capteurs mécaniques, là, qui, par leur stimulation, indiquent en permanence au pilote la position de nos membres dans l'espace et la position dans notre corps. Et s'il faut rectifier la posture, eh bien, ce défaut de posture va être immédiatement perçu et indiqué au pilote. Proprioception. Donc en fait, on fait deux choses. D'accord? Alors on s'est dit, pourquoi pas l'arbre? Donc en fait, on a réfléchi et on s'est dit, je vous ai montré le vent tout à l'heure. Que fait un arbre dans le vent? Eh bien, nous avons montré qu'un arbre fléchi par le vent perçoit les déformations mécaniques de ses cellules grâce à un mécanisme analogue au nôtre, etc. Excusez-moi. Je m'étrangle. Donc, on sait qu'un arbre est capable de percevoir sa flexion, c'est-à-dire sa courbure. En tout point de son tronc, ces petites cellules qui sont étirées, elles indiquent de combien elles sont courbées. Okay? Donc, les courbures sont perçues par le tronc. Donc, en fait, on a ajouté au modèle mathématique cette capacité à percevoir les courbures. À percevoir finalement ses propres déformations, sa propre forme, en fait. On a donc rajouté la proprioception. Et donc ici, vous voyez, dans mon équation, toujours la même au départ, la vitesse de redressement est proportionnelle à la mesure de l'angle d'inclinaison, mais également à la mesure de la courbure en tout point du tronc et à tout moment. OK? Et là, pardon, petit modèle, le même. On ne voit pas la ligne bleue, mais elle y est. Vous allez voir, il va se redresser. Hop! Et je vois que ça se courbe à la base, ça se décourbe au sommet. Alors, je le vois un peu moins, mais ce que je vois surtout, c'est que ça se rectifie. Ça redevient bleu. OK? Je vous le remets. Je vous le remets. Je vous le remets. Il ne veut plus. Il ne veut plus. Bon, vous l'avez vu? Je suis désolée, je ne sais pas pourquoi il ne veut plus le remettre. C'est marrant, ça. Bon, tant pis. Ok, donc on a montré, et ça c'était donc une publi, vous voyez, qui date de 2013, qui a fait un petit buzz médiatique quand même. C'est paru dans Le Monde, Libération, Le Canard enchaîné, plein de journaux différents. Alors avec des titres plus ou moins scientifiques qui nous ont fait un peu grincer les dents, du genre l'arbre a conscience de lui-même. Vous voyez, ce genre de formulation anthropomorphique. L'arbre, il a conscience de lui-même, j'en sais rien. En tout cas, il perçoit sa forme. Oui, ça c'est vrai. Donc l'arbre, pour se redresser et se tenir à la verticale, lorsqu'il est incliné, il sent son inclinaison par la graviperception, il fait son redressement, et en même temps, il sent ses courbures, ses déformations par la proprioception, et il se rectifie. Voilà comment un arbre se tient debout, droit. Vous voulez une petite preuve quand même de la proprioception? Alors ça, c'est joli comme tout, regardez.
Donc encore une fois, c'est pas sur un arbre, c'est sur une plante herbacée, c'est la rabette. Une preuve expérimentale de la proprioception. On a inventé un autre appareil. Le clinostat, c'est pas nous, hein, ça existe depuis 1910. Par contre, le gravitron, c'est une machine qui a été inventée au Piaf. Le gravitron, c'est une sorte de manège à plantes sur laquelle on peut mettre des toutes petites plantules. Vous voyez ici, je vais vous montrer le film, on va voir le technicien qui installe des petites arabettes ici. Là, sur le dessin, c'est plutôt des petites germinations de blé. Alors, elles sont sur un bras qui peut tourner sur lui-même, ok? Ou qui peut tourner, enfin, il y a différents modes d'attraction. Et puis là, il y a un petit appareil photo qui va filmer en permanence ce qu'il voit. Alors, ici, je vous montre, c'est un extrait, ça aussi, ça a été filmé au labo par Emmanuel Nobécourt. Peut-être vous l'avez vu, ce film, il est vraiment génial. Il était passé sur France 5 à l'époque, Le génie des arbres. Et de temps en temps, il repasse. Il date de 2020, vous voyez, il est assez récent. Donc, je vous fais le commentaire, j'ai extrait quelques images de ce film, où on voit donc ici, là, il y a l'appareil photo, on voit Stéphane Ploquin, le technicien, qui est en train d'installer les petites arabettes. Elles ont leurs feuilles dans un filet, là, comme un filet pour les cheveux, vous savez, pour pas qu'elles gênent la réaction. Voilà, ici, la plante est placée à l'horizontale, d'accord? Voilà, ici, on les laisse à l'horizontale, elles se redressent, à la verticale, tout va bien. Là, c'est simplement le redressement et la rectification. On n'a rien touché. Et puis, vous allez voir que cette plante qui s'est redressée, tout d'un coup, on va mettre le bras en action, le voilà, il tourne sur lui-même. Donc, les petites plantes tournent sur elles-mêmes. Regardez ce qu'elles font. C'est pas joli, ça? Elles se rectifient. Alors, pourquoi? Parce qu'elles n'ont plus de graviperception, elles n'ont plus que leur proprioception. Et hop, elles se rectifient et elles vont continuer leur croissance à l'horizontale. C'est mignon, ça, hein? Ok, donc en absence de graviperception, ici, la plante se rectifie, elle s'aligne sur elle-même. Les capteurs de cette proprioception, on est en train de travailler dessus. Ça se passe aussi à l'échelle cellulaire, je vous en dis pas plus. Et tout ça, évidemment, c'est toute une équipe qui travaille ici. Bruno est là. Moi, je suis horrible. Et voilà, donc je passe. Et en conclusion, l'arbre droit comme un I. Je vous ai montré, alors j'ai pas mis dans la conclusion ce que je vous avez montré sur le vent. J'ai fait ce choix de passer par le vent parce que j'en avais besoin pour le redressement à la verticale, pour vous montrer que l'arbre perçoit ses déformations mécaniques, d'accord? Donc ici, la conclusion, elle est plutôt sur la dernière partie. Il se tient debout dans le milieu aérien grâce à son squelette de bois. C'est vraiment the matériau, le bois, le matériau mécaniquement idéal pour élever de hautes et fines colonnes vers le ciel. Il perçoit sa position, sa forme dans l'espace et sa position par rapport à la verticale, par la gravie et la proprioception. Il est capable de se redresser grâce à des réponses de croissance, en mettant en place des bois particuliers, des bois muscles, et il bouge finalement de vrais mouvements coordonnés que vous ne voyez pas. Coordonnés, on ne sait pas comment, parce que ce qui nous manque là encore, la grosse boîte noire, c'est comment tous ces petits signaux au niveau cellulaire sont intégrés à l'échelle du corps de l'arbre. Je ne sais pas pourquoi ça craque. Voilà, il analyse et corrige sa posture en permanence. Ça, c'est important, analyser, parce que là, je vous ai montré les signaux mécaniques, mais en fait, il passe son temps à analyser tout l'arbre, tout son environnement, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Des tas de capteurs lui permettent d'avoir une idée de où est la lumière, quelle est sa quantité, quelle est sa qualité, l'eau, la température, les signaux mécaniques, la présence des prédateurs, des congénères, etc. Et voilà. Donc, si vous voulez en savoir un peu plus, évidemment, tout est dans ce livre. Plutôt bien, ce livre. Hein. Bon, il est donc sorti en mars 2021. Bon, il est encore d'actualité. Il va le rester un bon moment quand même, parce qu'il est plein, voilà, de connaissances de terrain, botaniques, et puis plein de résultats de recherche. Tout ce que je veux pas vous rajouter des fleurs à notre porte. Mais vous mettez bien Wix, parce que sinon vous allez tomber sur mon vieux blog d'il y a 15 ans, qui n'est plus accessible. Il n'y a plus aucune page qui fonctionne. Donc il faut aller sur le nouveau site. Alors pourquoi? Parce que là, j'ai fait une rubrique qui s'appelle « Avoir à écouter », là. Et dedans, j'ai mis tout ce que je pouvais, de conférences, de podcasts, de tout ce qui est disponible sur Internet. Je les ai rassemblés là. La conférence qui est filmée là aujourd'hui, je mettrai le lien aussi sur cet endroit. Et j'ai mis en valeur deux choses
qui explique des choses que j'ai expliquées aujourd'hui. Donc la petite conférence TEDx qui dure 11 minutes, donc c'est rapide, c'est sur la partie redressement face à la gravité, à l'inclinaison. Et puis une conférence un peu plus longue qui s'appelle L'arbre, un être hypersensible, dans laquelle je reviens sur différentes capacités sensitives des arbres. Voilà. Et enfin, ah oui, et si vous voulez lire, il y a eu un numéro spécial, un hors-série pour la science sur les plantes, qui a repris un de nos articles Percevoir et bouger. Voilà, il date de 2018, mais encore faut-il mettre la main dessus maintenant. Et enfin, si vous êtes des amoureux des arbres, c'est un peu en dehors là, de la conférence, mais je vous encourage à aller suivre le MOOC Arbre, qui a en fait, ce MOOC a eu lieu l'année dernière, en 2023, mais tout est toujours accessible. Toutes les vidéos, tous les cours de ce MOOC sont toujours accessibles. Vous allez sur le site de l'UVED, d'accord, où vous tapez dans votre barre de recherche, vous tapez MOOC Arbre et vous allez le trouver. Et franchement, je me suis moi-même régalée. J'ai regardé les vidéos de tous les collègues et j'ai appris des trucs. Hein. Il est vraiment super. Voilà. Et si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Merci. Cette conférence, c'est très intéressant. Est-ce que vous avez des questions ?